Et bonsoir tout le monde, on est là pour cette troisième édition de Transversal. On est là avec mes deux acolytes, les fidèles. Romain, bonjour Romain, comment ça va? Ça va Tom, tu vas bien, tranquille? Ça va, hein, on est là, hein, toujours fidèle au poste et on est là aussi avec Flavio. Comment ça va Flavio? Bah ça va, écoute, et vous allez bien? Bah franchement, Ça au top. pourra aller mieux au vu de ce qui s'est passé cette semaine, mais ça va. Ça va. Mais heureusement l'OM s'est rattrapé sur cette fin de semaine qui était pourtant mal partie. Oh oui. Et il y a des motifs d'espoir avant la semaine prochaine. Aujourd'hui, pour cette émission de Transversal, on va traiter l'actu en plusieurs parties. D'abord, on va évidemment revenir sur ce qui nous intéresse le plus, l'actu de l'Olympique de Marseille avec ce qui s'est passé la semaine dernière. Ensuite, on fera un petit tour de France comme on a l'habitude désormais. On verra les matchs européens avec notamment le Barça, le Bayern ou encore le Milan, les plus grands clubs d'Europe. Ensuite, ce sera l'heure du coup de cœur de nos chroniqueurs qui nous ont préparé. J'espère que vous serez dans les temps cette fois. Pépite, ça va être pépite. Flavio, t'es prêt? Ouais, ça va être simple. Oh, ouf, il a peur, hein, Flavio. Ouais, il est pas très motivé. On verra Flavio, son il a coup de pas- cœur s'il nous donne plus d'envie. Après, ce sera l'instant foot local et l'instant foot féminin. Merci de l'avoir rappelé, Flavio, parce que c'est important aussi. On parlera bien sûr du match qui nous intéresse, le match qui se passera mercredi au Stade Vélodrome entre l'Olympique de Marseille et l'Atalanta. Et on terminera par l'habituel quiz de nos chroniqueurs. Je rappelle que 1 point pour Flavio, 1 point pour Romain. C'est bien ça. On va voir qui va prendre les devants dès ce soir. Bon, on le sait déjà. Ah, ça Avec commence. Le trash tout talk le respect, on le commence. sait déjà. Je le laisse parler. Oui, oui. En attendant le quiz, on va parler de ce qui nous intéresse, de ce qui fait un peu notre pain quotidien. C'est l'Olympique de Marseille et cette semaine qui était assez décisive dans la saison de l'Olympique de Marseille. L'OM au cœur d'une dynamique vraiment pas très positive. Et ça a commencé par ce match face au SCO d'Angers qui, on continue avec les désillusions, les gars. Tu peux passer premier avec ce match-là. Tu commences bien la semaine en tout cas. Match nul face au SCO d'Angers, 2-2. Tu commences bien la semaine. Enfin, façon de parler bien évidemment. Tu peux passer premier. On va pas dire que tu te sabotes tout seul, mais tu n'as rien proposé. Enfin, c'était vraiment... Il y a eu quelques faits qu'on parlera plus tard, mais de manière générale, oui, sur ce match du SCO d'Angers, tu peux pas te permettre de perdre. On avait dit qu'il devait gagner, et en plus, avec la manière. Ouais. Et ils ne gagnent pas. Bon, ils ne perdent pas, on va dire, on sauve les meubles, mais les meubles, pour moi, ne sont pas sauvés. Mais non, tu te devais de gagner, c'est sûr et certain. Ce qui est rageant, c'est que même en faisant un mauvais match, on a moyen de le gagner et on prend ce but à la dernière minute qui casse tout. Et en plus, le but, c'est un sketch. Le mec, il est au duel avec 3 joueurs d'affilée. À chaque fois, c'est un Angevin qui remporte le duel. C'est frustrant parce qu'on aurait pu s'en sortir de ce match très moyen avec une victoire et au final, c'est match nul. Bah franchement, moi je trouve que tu payes le match insipide que tu fais. On a parlé la dernière fois. On disait qu'il fallait gagner, qu'il fallait avoir la manière, mais au final, on en reparlera un peu plus tard. Mais à part Robinho Vaz qui lui a montré qu'il voulait être là, qu'il voulait gagner ce match. Franchement, j'ai trouvé un Olympique de Marseille une nouvelle fois dans la lignée du match face à Lens. Pas inspiré. On fait la première mi-temps de l'Olympique de Marseille, elle est désastreuse. Tu es à la maison face à Angers qui met... Bon, sur ces dernières semaines, ça va un peu mieux. C'est un peu mieux, mais bon, c'est vrai. on en parlait. Il n'y a pas 6 joueurs de classe mondiale à Angers. Normalement, tu es censé gérer ça à la maison. Et au final, tu te retrouves avec t'arrives, tu perds 1-0 à la mi-temps. Et franchement, c'est pas volé. Des fois, on peut râler parce que tu fais un bon match, ils ont une occasion, ils marquent. Là, franchement, Angers mérite d'être devant à la mi-temps. Hein. Bah, c'est totalement vrai. Et l'OM n'a rien proposé. Angers qui avait plus d'envie, littéralement. Tu voyais le match, on aurait dit que l'OM avait un peu peur à domicile face à Angers qui, ok, ils ont Sidiki qui arrive devant, mais bon, on a Aubameyang. Enfin, le rapport est voilà. Même Robinho Vaz par rapport à Sidiki qui arrive, c'est pareil. Mais oui, t'as l'impression que l'OM avait peur à première mi-temps. Angers mène au score. C'est pas volé. Non, c'est pas volé. Et puis, tout sauf volé. Si on peut un peu rendre à Angers ce qui appartient à Angers, pour eux, le match nul, il est mérité sur l'ensemble du match, sur la physionomie. Oui. Franchement, moi, j'ai trouvé que c'était vraiment une belle équipe angevine. Là où j'avais un peu râlé sur Metz. Bon, d'ailleurs, depuis que j'ai critiqué Metz, ils font que gagner. Mais là, Angers, ils sont arrivés avec un vrai plan de jeu, des vraies idées. Ils ont posé des problèmes à cette équipe de Marseille. Et puis, techniquement, tu vois, Imad Abdelli, la première mi-temps qu'il fait, Imad Abdelli dans la construction, il vient chercher, il repart, il gagne des mètres avec le ballon. D'ailleurs, ça c'est un problème à Marseille, c'est que tu n'as pas de milieu qui gagne 2 mètres avec le ballon, mais bon, on en reviendra sûrement un peu plus tard aussi. Franchement, Flavio, moi j'ai trouvé que c'était vraiment une belle équipe d'Angers en face. Oui, l'équipe d'Angers, elle a crânement joué sa chance. Ils ont vraiment mis... eux, ils ont fait ce qu'il fallait pour exister dans ce match et ils ont profité des
des faiblesses que l'OM a affichées durant toute la rencontre. Justement, sur le but d'Angers, bon, ok, c'est une belle équipe, mais il ne faut pas oublier que sur l'ouverture du score de Sidiki Cherif, ok, il joue bien le coup face à Aguerd, mais c'est plus Aguerd qui se trouve que Sidiki Cherif qui lui fait la différence. Si Aguerd ne se trouve pas au départ, l'action avec elle n'existe pas. Oui, voilà, tout simplement. Ouais, voilà, on est ne d'accord. prend pas le dessus physiquement derrière. Ouais, après, moi je trouve que Geronimo Rulli, il n'est pas exempt de reproches sur le but. Je trouve son placement un peu bizarre. Il est au milieu de sa surface. Oui. J'ai du mal. Franchement, je sais pas si je vois Flavio qui me regarde avec de gros yeux. Je sais pas s'il est super d'accord. Mais ça m'a pas sauté aux yeux. Peut-être faudrait que je revoie l'action. Mais c'est pas quelque chose qui m'a sauté aux yeux en tout cas sur l'instant T. En soi, moi à partir du moment où Aguerd s'est fait passer, je le vois au duel avec Sidiki Cherif, je me dis bon, c'est Aguerd, normalement il doit vraiment avoir reprendre le dessus sur cet attaquant. Ok, Sidiki Cherif c'est pas R9, mais tu peux reprendre le dessus sur l'attaquant. Je me dis il vient le gêner, il n'arrive pas. Au pire, il va frapper, Rulli va la sortir, mais après, il envoie un vrai canon. Par contre, c'est un sacré bestiau, le Sidiki Cherif. Hein, ouais, c'est vrai. Il est vraiment bon, il est impressionnant. Ouais, non, c'est vrai. Et puis même juste avant, il met une tête qui passe à rien. Juste avant, il y a un centre, une tête qui passe à rien, comme quoi, plus grosse occasion de cette première mi-temps. Non, c'est clairement pas l'OM. Tu rentres à la mi-temps, je crois que tu as une frappe cadrée ou quelque chose comme ça, mais ouais, c'est frustrant, mais bon, le match est passé. On va quand même parler de ce qui a été bien dans ce match. Et évidemment, ça fait depuis le début de l'émission, depuis qu'on a commencé cette émission qu'on en parle, c'est Robinho Vaz qui, au fur et à mesure, prend ses marques. Et là, il livre une prestation. Franchement, il y a de quoi s'enflammer. Hein. Doublé. Merci. Doublé, 18 ans, tu rentres. Oui, non, mais c'est pour le poids des mots. Ouais. Mais vraiment, tu rentres, tu mets un doublé. La passe, le premier but, quand Aubameyang lui fait une passe laser qui traverse limite la défense angevine et il la pousse, elle n'est pas si évidente que ça. La passe d'Aubameyang est belle, ouais. Oui, voilà, la passe d'Aubameyang est belle. Et même la finition. Ouais, il faut la mettre. Mais franchement, il met 2 doublés et pas de but de raccro, quoi. Il met 2 vrais buts et le deuxième. À qui t'a fait penser sur le deuxième but? Qui t'a fait penser à quelqu'un? Franchement, j'ai vu, ça parlait pas mal de Kylian Mbappé. J'ai vu que ça parlait aussi beaucoup de Samuel Eto'o. Samuel Eto'o, oui, des gens qui nous disent qu'on dirait Samuel Eto'o à Majorque, comme s'ils regardaient les matchs de Majorque en 2004. Bah oui, j'ai vu. J'ai son maillot à la maison, justement, Samuel Eto'o Majorque. J'étais devant ma télé tous les jours devant les matchs de Majorque, mais bon, passons, on comprend les comparaisons. Moi, il me fait penser un peu à Thierry Henry dans le profil aussi. Un peu costaud, robuste, qui va vite comme ça. Franchement, il y a des similitudes. Bon, après, s'il compare Mbappé et Thierry Henry, c'est un peu le même style. Oui, il ne compare pas avec des joueurs qui sont National 2, avec tout le respect. Non, mais franchement, dans le profil finisseur comme ça, mais même techniquement, moi, plus je le vois, plus je me dis, mais en fait, il est super fiable techniquement. Oui, je vois ce que tu veux dire. En fait, on nous vend souvent un mec, c'est un gros costaud, rapide, qui court vite, mais derrière, techniquement, c'est hyper propre, Robinho Vaz. Il y a eu une vraie progression depuis ses premiers matchs à l'Olympique de Marseille. Au début, on le voyait, ça prenait beaucoup la profondeur, ça allait très vite, c'était très volontaire, mais on pouvait trouver ça un peu limité techniquement. Est-ce qu'il jouait sur les ailes au début ou il rentrait dans l'axe? Je crois qu'il rentrait dans l'axe, mais il dézonnait. Il était partout. Souvent à gauche. Ouais. Ok, d'accord. Bah, vas-y, vas-y. Ouais, mais du coup, j'ai perdu ma mais du coup, au fur et à mesure qu'il joue, il a une vraie progression techniquement. Déjà, dans les derniers matchs, quand je l'avais mis en coup de cœur dans le dos au jeu, je trouvais qu'il m'avait montré des choses que j'avais pas souvent vues avant. Et là, le deuxième but qu'il met sur Angers, où techniquement, franchement, je ne savais pas qu'il savait faire ça avec ses pieds. L'enchaînement, il est super propre. Même la frappe, hein, parce que on peut dire ce qu'on veut. Le crochet, il se désaxe un peu. Il part loin, mais il la rabat bien. Premier poteau, c'est fort, c'est puissant. Enfin, franchement. Comme tu as dit, Flavio, je l'imaginais pas faire ça. Ouais. Non, c'est vrai. Je me suis dit, sur le contrôle orienté, là, je me suis dit, vas-y, allume. Là, tu peux. Et là, il m'a fait mentir. Déjà, le contrôle orienté est beau avant même le crochet. Récupération d'Emerson dans l'axe. Le contrôle, soit c'est un plat du pied, mais la fin de corps fait qu'il s'oriente droit au but. Lucidité de crocheter, parce que là, sur le coup, il y a 1-1. Normalement, un attaquant de 18 ans, il rentre à 1 pour l'OM. Tu es dans cette situation, tu frappes. Tu te poses pas de questions. C'est vrai, la lucidité. Lucidité de se décaler un peu loin, un peu loin. Au final, il la met dedans, c'est magnifique. Ouais. Mais ouais, cette lucidité, ce sang-froid de il y a match nul à la maison, on se doit de gagner. Je viens de rentrer. Tout ça fait que je me suis dit waouh, c'est quelqu'un. Mais il donne l'impression de ne pas se poser ces questions quand il rentre vraiment. Il est là pour prendre ce qu'on lui donne et tout rentabiliser à fond. J'ai pas l'impression qu'il se pose de questions vraiment. Est-ce qu'il rentabilise vraiment bien? Oui, bien évidemment. Bien évidemment. Mais surtout à domicile en vrai, parce que on va en parler. D'ailleurs, on va terminer sur Angers parce que c'est quand même il y a 5 jours maintenant. Il y a derrière ce but que tu prends à la dernière minute. En vrai, franchement, tous les observateurs de l'OM, ils ont senti la patate arriver. Oui, tu mènes 2-1 quand tu connais l'OM, tu sais domicile, que ça... tu n'arrives pas à concrétiser. Aubameyang qui rate son occasion. Tu sentais arriver... Est-ce que tu crois pas que le fait qu'on prenne un but à la fin comme ça, Amin Zbaye qui rentre, qui fait un slam dans la surface, tu penses que
tu payes pas l'erreur que tu as faite à Lens où Pavard il se jette. Enfin, tu défends sans confiance. Tu vois ce que je veux dire? 100%, mais de toute façon, pour moi, c'est encore une fois de la faute de Zerbi avec son approche frileuse. À un moment donné, tu as Djidji Mamadi sur le banc. Comment il s'appelle? Daryl Bakola, tu peux faire rentrer ces joueurs-là à la place de Bilal Nadir, le pauvre qui a fait un malaise. Et tu fais rentrer qui? Et tu fais rentrer Bakola, un vrai offensif. Ah oui, non, pardon. Et tu fais rentrer Paul Lirola, en défense à 5 face à Log Rangerin à domicile. Derrière, tu joues avec la peur. Pavard, une nouvelle fois. D'ailleurs, Pavard, si. Il y a main, je crois. Ouais, il y a penalty. Il y a bien main. Même s'il marque pas, il y a penalty pour Angers derrière. Ouais, mais. Donc voilà, tu joues avec la peur. Tu as un coach qui inspire la peur à ses joueurs. Et au alors final, qu'il crie Kissiamo et allez, soyez conquérants, allez en avant. Alors donc que. Là, face à Angers, tu le payes cash. Et je le répète, c'est mérité. Et on s'en sort bien parce qu'il y a un contre son camp d'Egan Riley qui est refusé pour un hors-jeu. Normalement, à l'heure de jeu, à peu près, on perd 2-1. Mais contre son camp d'Egan Riley hors-jeu. Et ouais, on s'en sort bien face à Angers à domicile. Le constat est terrifiant. Et donc voilà, on parlait juste avant de Robinho Vaz. Robinho Vaz qui a eu sa deuxième titularisation face à Auxerre. On va parler du match de ce week-end. Évidemment. Une prestation, j'ai vu pas mal de gens être durs avec lui. Moi, je trouve que il a pas eu de ballon. Comme disait Roberto De Zerbi, t'as besoin de l'équipe, quand tu es attaquant, tu as besoin de l'équipe derrière pour performer. Et derrière, c'était tellement le néant que c'est dur d'exister dans un match. Donc je ne l'ai pas trouvé si dramatique que ça, Robinho Vaz. Il a l'excuse quand on voit la compo de départ, il y a deux offensifs. Allez, trois si on est gentil qu'on intègre Gomez, mais les deux offensifs, c'est Aubameyang et Vaz, oui, pardon. Le fameux. Et forcément, du coup, quand tu joues contre un bloc bas, c'est compliqué avec aucun joueur offensif de créer, amener quelque chose. Enfin, les pistons sur le côté, c'était Ulysse Garcia. Enfin, il y avait Ulysse Garcia, quoi, on aime bien, on adore. Il rend toujours des services quand il peut, mais bon, on adore. Je sais pas si on adore. Enfin, humainement, on l'aime bien. Ça a l'air d'être un chic. Sur la série, je l'ai bien aimé, les déclats et tout. Non, humainement, on l'aime bien évidemment. Mais oui, enfin, t'as tes deux offensifs et tu as vu Robinho Vaz pour les mauvaises raisons. Tu l'as vu s'embrouiller avec Clément Akpa plusieurs fois, où il lui marche sur un moment sur la jambe alors qu'il y a un contact. Enfin, tu le sens qu'il n'avait pas de ballon, il devait être frustré de ça. Enfin, il y a un enchaînement de mauvaises choses négatives à son égard lors de ce match qui font qu'on l'a vu pour les mauvaises raisons. Après, négatif, je pense pas que ce soit lui directement. Je pense plus que c'est la physionomie du match qui fait que tu avais besoin. Après, tu as besoin de mecs qui montrent qu'ils sont là, de mettre de l'impact, de pas disparaître dans les duels. C'est aussi important. Donc, je sais pas. Moi, je trouve qu'il n'a pas été si dramatique. Mais pour revenir au match d'Auxerre dans son ensemble, c'est quand même une victoire, une nouvelle fois. C'est poussif, hein. Franchement. Je sais pas ce que tu en penses, Flavio, mais une nouvelle fois, contre le 17e de Ligue 1 qui met pas un pied devant l'autre. Comme on a pu voir sur Ligue 1+, on en discutait, Romain, le bandeau d'après-match, c'était les 3 points et c'est tout. Donc, 3 points, c'est tout. Ça résume bien le match. Le seul point positif que je ressors, entre guillemets, de cette semaine, c'est qu'en étant très, très moyen... De ce match face à Auxerre, plutôt. Cette semaine. Oui, mais en prenant aussi le match d'Angers, c'est que en étant très, très moyen, tu as pris 4 points sur 6. L'année dernière, peut-être que tu n'en aurais pris qu'un ou deux. Combien on a pris de points face à Auxerre l'année dernière Face à Auxerre... on a pris 3-0, 3-1. Hein. Face à Auxerre, 0. Et face à Angers, en 2 ans, tu as pris 1 point à domicile. Donc ça fait plaisir. Donc c'est vrai que l'enchaînement, il ne réussit pas. Hein. Peut-être qu'au final, cette année, on a un peu, on va dire, appris à gagner ou à capitaliser en étant moins bien. C'est peut-être le seul mini point positif qu'on peut sortir. Tu gagnes sur un exploit individuel aussi. Parce que le Murillo, le petit pont crochet extérieur pour centrer, excuse-moi, hein, mais... Excuse-moi, on est le 3 novembre 25, c'était à marquer d'une pierre blanche la date du match. Hein, vraiment, et tu veux parler de gestes techniques? On parle du double contact exceptionnel d'Angel Gomez sur le but. Le pire, c'est que je sais plus avec qui j'en parlais, mais s'il rate pas sa frappe, il marque pas. J'en suis persuadé. Tu penses qu'il met une vraie frappe entre guillemets sans qu'il frappe vraiment, il la rate. J'en suis sûr. Il doit tirer sur un joueur, je pense, qui était dans la cage. Hein. Ah vraiment, c'est un truc de fou. Mais en tout cas, bon, c'est des matchs qu'il faut gagner. Comme on disait, 3 points c'est tout, mais c'est 3 points importants. Mais ça fait nourrir encore plus de regrets parce que là, si tu gagnais contre Angers mercredi, tu étais premier de Ligue 1. Oui. Donc avec un point d'avance sur le PSG, si je me semble, mais c'est une occasion gâchée pour les Olympiens on avait marqué, on savait qu'il y avait cette partie difficile. Au final, l'OM a mieux géré sa partie de championnat compliquée, sa partie où avec Strasbourg, Paris, etc. Avec le Real Madrid entre temps, que là où tu te dis c'est cadeau Sporting, c'est pas dingue. T'enchaînes au Auxerre derrière, mais au final,
Bon, tu repars avec 4 points, mais tu dois repartir avec 6, voire 9 points si on compte le match du Sporting avec tous les faits de jeu qui sont passés, s'il n'y a pas tous ces trucs qui sortent du lot. Même Lens, tu vois la première mi-temps, tu as de quoi nourrir de beaux espoirs jusqu'au pénalty de Pavard, mais bon, on en a déjà parlé. On va pas remonter jusque-là, mais il n'empêche qu'aujourd'hui, il y a de quoi nourrir pas mal de frustration chez Roberto De Zerbi et ses hommes, et cette frustration, il va falloir vite qu'elle change de côté, et ça commencera par l'Atalanta là, dès mercredi. Mais ouais, pour revenir à Auxerre, j'ai bien aimé l'entrée de Peixao. Je suis assez critique. J'allais y venir. Ouais, c'est ça. Je suis assez critique avec Peixao, mais là, pour le coup, dans l'envie, même dans la capacité à provoquer, ce que je lui reproche beaucoup de ne pas faire, là, en seul attaquant... En 5-3-1, c'était le seul en pointe, ouais, c'est ça. Un joueur de plus qui a écouté Tormund Nerk. Mais oui, Peixao, il fait une bonne entrée, mine de rien. Il provoque un rouge pour Diomandé. Il provoque le rouge. Mais est-ce que c'est vraiment Diomandé qui fait la faute déjà aussi? Parce qu'apparemment, c'était. Franchement, tu regardes, il l'accroche, les deux font faute. Mais bon, tu connais la compensation. Oui, compensation arbitrale, mais de toute façon, un nouvel arbitrage merveilleux de la part de Benoît Bastien. Oui. Faut on parle du carton rouge d'Ulysse Garcia aussi. Oui, il y a eu un carton rouge vraiment. Ouais, il y a vraiment eu rouge sur cette action, c'est ça que je veux dire. En fait, à vitesse réelle, je comprends. D'ailleurs, aussi. Je parle de Benoît Bastien, mais à vitesse réelle, je comprends qu'il le siffle. C'est impressionnant, il arrive le pied en avant, etc. Tu te dis qu'il l'a mis sur la jambe et tout. Mais comment t'es arbitre camion VAR, tu vois un mec qui arrive semelle, qui touche le ballon, qui retire son pied, qui frotte le bas de la semelle d'un joueur. Voilà. Mais il touche le ballon. En plus, il dit les commentateurs disent Ulysse Garcia, il est en retard. Il est pas en retard. Que nenni. Il touche le ballon. Derrière, Josué Casimir vient toucher le pied d'Ulysse Garcia. Et à la VAR, t'as personne qui se dit les gars, c'est pas carton rouge. Ouais, mais même Garcia, il va voir. Bon, après, c'est peut-être un joueur, il veut se sauver lui-même. Il dit je touche le ballon, mais il touchait vraiment le ballon. Et justement, à vitesse réelle, ça paraît impressionnant, mais la VAR est faite pour ça. La VAR est faite pour revoir au ralenti, pour savoir s'il y a vraiment faute ou pas. Et ça vaut pas. Bon, il y a quelque chose sans doute parce que les deux pieds sont un peu en l'air des deux côtés, donc je pourrais même pas dire de quel côté il y a faute. S'il y a faute, mais il y a jamais. C'est rouge direct en plus. Ouais, rouge direct. Ouais, rouge direct pour ça, c'est à l'heure de jeu en plus, tu fais une demi-heure derrière face à un Auxerre où tu n'étais pas encore dedans, etc. Donc ça t'aide pas. Hein. Après, je pense que l'OM va faire appel de la décision, à mon avis, parce que bon. Ils ont donné des infos dessus? Je crois pas, ils ont pas communiqué sur ça. J'en sais rien, mais bon, la LFP a plusieurs fois fait des communiqués quand il y avait une erreur nette d'arbitrage en disant là, il n'y avait pas faute. Oui, mais admettons qu'ils admettent qu'il n'y a pas. Ah oui, mais s'ils admettent qu'il n'y a pas rouge, si la Ligue admet qu'il n'y a pas rouge. Ils peuvent annuler avec la commission. Ils peuvent annuler. Je pense qu'il n'y a pas eu assez de bruit autour de ça pour que ça soit forcément. Il faut que l'OM fasse appel. Après, est-ce que l'OM a envie de faire appel d'une suspension d'Ulysse Garcia? Bon. ça, j'en suis pas vraiment certain. Mais donc voilà, ça fait 4 points au bout d'une semaine. Au final, le bilan, il est pas, comme disait Flavio, le bilan il n'est pas si catastrophique, mais il y a de quoi nourrir quand même pas mal de regrets. Hein. Oui, t'as pas joué. Enfin, t'as entre guillemets pas joué, donc t'as des regrets face à des équipes où tu dois gagner avec la manière et que tu l'as pas fait. C'est 4 points au final, t'es deuxième de Ligue 1 parce qu'il y a eu d'autres faux pas entre Oui, parce que ça aussi, c'est vrai que les autres sont passés au travers. On en parlera juste après dans le Tour de France. Mais... Pour clore le truc sur OM Auxerre, il n'y a pas eu aussi un essoufflement de l'équipe Marseille parce que je trouvais qu'il y avait pas mal de joueurs qui avaient du mal à. Il y avait plus de joueurs fatigués. Cramés. Ouais, les joueurs paraissent. Après, le fait, ça fait aussi 2 fois que tu joues. Tous les 4 jours. Non, mais tu joues toutes les 4 jours et puis surtout, ça fait 2 fois que tu joues à 10 contre 11 en moins de 2 semaines. Oui. Et que tu as moins de profondeur parce que plus de blessés. T'as 7 blessés. C'est ça le nombre de blessés. On en parlera un peu plus tard aussi dans la partie concernant l'Atalanta. Mais je comprends que ça commence à tirer sur les organismes. Auxerre joue une fois par semaine. Oui. Donc nous, on joue tous les 4 jours. Enfin, nous. L'OM joue tous les 4 jours avec des blessés. T'étais dans le groupe? Oui. Il remplace Ulysse Garcia au prochain match. Mais tu joues tous les 4 jours avec des blessés face à une équipe auxerroise qui joue une fois par semaine. Après, Auxerre échangerait volontiers sa place contre la nôtre, à savoir jouer en Ligue des Champions, etc. Je pense. Hein. Avec l'effectif qu'ils ont, je suis pas certain. Ce serait fou, non? Non. Ah, Auxerre Bayern? Non. Ce serait fou. Le carnage. Mais en tout cas, l'OM a la capacité à faire revivre les équipes et ça, je trouve ça assez beau. Je trouve l'OM de Roberto De Zerbi assez généreux à ce niveau-là. Auxerre, qui était au fond du trou, qui là livre une performance. Bon, on a vu quand même qu'il y avait des limites, mais dans l'envie, etc. 18e de Ligue 1. Lanterne rouge. Donc pas mal pour refaire. Ils ont réussi l'exploit de se faire dépasser par Metz. Ça, c'est fort, les gars.
Metz, qui est le seul club Ligue 1 actuellement qui a 2 victoires d'affilée. Voilà, J'ai compris. Est-ce que Tom allait parier sur ça il y a, Non, il y a 10 minutes juste? J'ai regardé le match face à Nantes, ils s'en sortent tellement. Bon, de toute façon, on en reparlera pas. Là, on va faire une petite pause musicale Pas de souci. et on revient pour parler des autres matchs de Ligue 1 et je parlerai du FC Metz, il n'y a pas de souci. Et on est déjà de retour pour parler de notre belle Ligue 1 McDonald's avec mes deux compères. Et comme on en parlait juste avant, je vais commencer en préambule à parler du FC Metz qui s'est imposé sur la pelouse de Nantes. Alors pour le coup, ça je l'aurais vraiment pas vu venir parce que je trouve que Nantes joue très très bien au football ces derniers temps. Avec une magnifique, je sais pas si vous l'avez vu, la banderole des supporters de Metz dans les tribunes de. Purée, attends, je l'ai plus. Un projet sportif pour le FC Metz. Au moins, c'est dit. Pour l'instant, le projet sportif, même si moi je les ai critiqués la semaine dernière, ça fait 2 victoires de suite face à 2 adversaires corrects. Une face à Lens et là face au FC Nantes. Bon après, faut voir le but qu'ils prennent Nantes aussi. Je sais pas si vous avez vu. Je l'ai plus en tête là, je l'ai plus. Mais ils doivent pas le prendre. En fait, c'est pas qu'ils doivent pas le prendre, c'est qu'il y a une sortie d'Anthony Lopez où il sort, il est en retard complet. Il vient, il se tient la hanche, il tombe, limite il rampe pour entrer dans la cage. Derrière, Nantes peut dégager le ballon. Il y a un mec qui fait une passe à un joueur de Metz. Les Messins ont juste à finir. Un bric-à-brac pas possible. Il a blessé un joueur, Anthony Lopez, sur sa sortie? Non, il s'est blessé tout seul, je crois. Et d'ailleurs, il est sorti. Hein. Ah, sur blessure? Il s'est vraiment blessé, ouais. Il a tapé la hanche. Donc, il est rouillé les plus dans ses belles années. C'est fini là. Oui, ses belles années. Oui. Il joue au foot dans ses belles années. Il jouait qu'au foot, oui, c'est bien ça. Ça va devenir un running gag, mais en attendant, Metz qui continue d'accumuler des points. Et comme l'a dit Flavio, ils sont plus derniers maintenant. Et non, ils sont avant-derniers. Ils sont avant-derniers. Attention. Attention, avant-dernier. Attention, SMS, oui. Faut toujours faire très attention. J'ai vu du supporter angevin sur le réseau qui disait on joue le titre. Vraiment, après deux victoires messines, ils ont dit on joue le titre, on est, attention, on va être là pour la Coupe d'Europe. Ils sont drôles. C'est très drôle. En parlant de Renaissance, on va parler de la résurrection du week-end, la résurrection du Stade Rennais. Purée. Qui l'eût cru? Franchement. Flavio, il y croyait, il adore Habib Beye. Non, vraiment pas. Vraiment pas. Si on m'avait dit, là, après le match contre Toulouse, que le week-end, déjà que... Ça va vite le foot. Non, mais déjà qu'Habib Beye sera encore sur le banc ce week-end. Oui, parce qu'il y a eu un bric-à-brac là aussi. Mais qu'en plus, ils allaient mettre 4-1 au Racing Club de Strasbourg qui marche sur l'eau, sauf face au gros. D'ailleurs, ouais. On va en parler. À chaque fois, j'ai l'impression qu'on dit qu'on va en parler. Mais on va vraiment en parler. On va vraiment en parler cette fois. Et là, avec un Esteban Le Paul papinesque qui met un triplé. Le 3e but, il est sensationnel. Son premier triplé en Ligue 1. Le premier triplé de sa carrière. Impliqué sur les 10 des 12 derniers buts de Rennes en Ligue 1. Ok. Donc, j'avais pas la stat. Et 2e meilleur buteur dernière ça, par Panicelli. Non, avec 8 buts 8 Panicelli 9, je crois. 8 buts et 3 passes décisives, si je dis pas n'importe quoi. Et là, Rennes, ils n'avaient plus gagné depuis 3 matchs en Ligue 1. Et là, donc, d'où le fait qu'à Bibey, il y a eu ces trucs, etc. Là, bon, Renaissance, ok, ils viennent de s'imposer face à Strasbourg. Ils vont enchaîner derrière. Hein. Il y a des gros clients derrière prochain en Ligue 1. Ils s'en sortent bien contre les gros. Victoire face à Marseille, victoire face à Lyon, la victoire face à Strasbourg. Ouais. Non, c'est vrai. S'ils confirment là, ou alors s'ils enchaînent que des défaites, peut-être qu'on va reparler de l'avenir d'Habib Beye. Mais Paris FC, Monaco, Metz, PSG. Okay. T'as un match, on va dire, à ta portée de sûr, c'est le PSG. Non, c'est pas vrai. C'est Metz, mais. Ouais, t'as Paris FC quand même, normalement, c'est à domicile? Je l'ai pas. Non, j'ai pas. Mais okay. Paris FC, même, c'est quand même solide. Non, c'est solide, mais bon, comme normalement, c'était le Stade Rennais, t'es censé pouvoir accrocher des points face à ce genre d'équipe. Vu l'effectif, tu devrais être top 4. En tout cas, là, Habib Beye, il vient de s'offrir un sacré sursis. Hein. Un bol d'air. Le Paul d'air. Le Paul Dance. Le Paul d'air. Bol d'air. Parce qu'il s'offre un bol d'air, parce que vraiment, grâce à cette victoire face à Strasbourg, Habib Beye peut respirer. C'est l'équipe qui a titré ça. Je crois que c'est l'équipe, c'est nos confrères de l'équipe, le Paul d'air. Ok. Mais pourquoi Paul? Mais parce qu'Esteban Le Paul. Ah et oui. Waouh. Tu l'avais pas? J'étais pas du tout. Je comprenais pas. Je me suis dit mais qu'est-ce qui me raconte? Esteban Le Paul qui donne un bol d'air à Rennes, bien évidemment. Ah, ok, le Paul d'air. Le Paul d'air, oui, c'est pour ça. De rien, Rennes, il se rapproche. Il se rapproche des places européennes. Ils sont plus qu'à 5 points de Lyon, qui est 6e. Donc mine de rien, ça se rapproche. Sachant qu'on est qu'à la 10e journée, donc ils auront le temps de. C'est très compétitif, hein. De revenir. Bah oui, de toute façon, la Ligue 1 est toujours. C'est toujours très serré de la 2e à la 6e.
6-7e place. Bon, là, cette année, Bah là, c'est Ouais, de la proche, première mais- à la 6e, il y a 4 points, si je dis pas de bêtises. Ouais, on n'est pas loin de ça. Les- hein, c'est la Les 6 premiers première. se tiennent en 4 points. il me C'est semble. Bah, ça. 6e, c'est Lyon qui a 20 points et Paris premier qui en a 24. Donc Les mathématiques sont au point. les calculs sont bons. J'ai pas les jeux de mots avec le Paul, mais au niveau maths, au niveau des maths, on est bon. Mais en tout cas, franchement, exceptionnel cette performance du Stade Rennais qui, pour le coup, fait un vrai bon match. Quoi. Il Oui. gagne 4-1 et c'est pas volé, même si en vrai, le 4-1 est un peu dur pour Strasbourg. Mais Rennes fait un vrai bon match et Valentin Rongier fait un gros match aussi de son côté, l'ancien capitaine de l'OM. De l'Olympique de Marseille. Avec une super passe D Ouais. en avant, que j'ai pas Ouais, trop vu à Marseille. C'est vrai que les passes vers l'avant, c'était pas trop, mais en tout cas, ouais, gros match du Stade Rennais et gros match d'Esteban Le Paul. Pour le coup, lui. Je m'attendais pas à ce qu'il ait ce niveau-là franchement, aussi vite. dire. C'est exactement ce que j'allais dire. Peut-être que j'allais le voir une saison à 10-15 buts en Ligue 1, oui, mais pour la première avec Rennes où il change de. Je dirais qu'il change de statut, oui, parce qu'à Angers, il était au-dessus de l'équipe, mais là, quasi titulaire à chaque fois et tout, donc il change pas vraiment de statut. Enfin, Ouais. il repart pas d'en bas de l'échelle avec Non, Rennes, c'est c'est ça que je clair. veux dire. Franchement, c'est assez impressionnant parce que pour le coup, lui, il sort un peu de nulle part. Il y a 2 saisons, il jouait en national. si je dis pas- Épinal. Ah, il jouait à Épinal en national. Et là, l'ascension, elle est fulgurante. Moi, j'avais un peu peur parce que je crois qu'ils mettent quasiment 20 millions sur lui cet été, Rennes. J'ai plus le. Ils mettent entre 15 et 20 millions le dessus. Après, montant. la somme exacte, je l'ai pas. Je me suis dit, oh, pour un mec qui a 10 buts pour une saison Ligue 1, c'est quand même, Oui, tu te dis que. c'est quand même un peu beaucoup. Mais au final, le fait 13 millions et demi. Ouais, bon, bah, j'y étais pas du tout. Le fait est que c'est un choix payant pour Rennes et aujourd'hui, ils sont un peu. J'ai plus le mot. Ils sont un peu. Bah, Rennes, ils sont. Bah, Tributaires des performances d'Esteban Le Paul. Waouh. J'ai retrouvé le mot, les enfants. purée, ouais, t'as bien fait. Je t'aurais pas aidé là-dessus. Le mot était trop compliqué. Donc voilà, Rennes qui se relance. On va parler des autres matchs de ce week-end avec le Racing Club de Lens et Paris, les deux concurrents pour cette première place avec l'Olympique de Marseille. C'est les 3 équipes au top de cette Ligue 1 pour l'instant. C'est ça. Tous au-dessus de 22 points. Avec d'abord Paris Saint-Germain miraculé face à l'OGC Nice. L'OGC Nice d'un exceptionnel Yvan Diouf pour le coup. Ah, bah, il monte en puissance de plus en plus cette saison. Il s'affirme de plus en plus et il a sauvé. Bon, sauvé non, parce qu'il y a eu des défaites, mais ils auraient pu en prendre plus, Nice. Ouais. Bah, pour moi, s'ils prennent pas le but à la dernière seconde, je pense que dans l'équipe, il a 9 ou 10 parce que vraiment le match qu'il fait. Même juste, t'as regardé, je sais pas si t'as vu, J'ai vu, ouais. dans les 10 dernières minutes, il sort 3 parades. À un Ouais. moment, il sort une claquette, c'est sur un corner. Ou La tête de Ramos. la première tête de La Ramos. oui, ouais. qui amène le deuxième Et corner. après, qui amène ouais, le ouais. deuxième corner, parce qu'il faut préciser, Paris qui remporte ce match grâce à un but de Gonzalo Ramos, Gonzalo à la Ramos. toute dernière seconde. Vraiment. C'est son 38e but avec Paris Ouais. en 100 matchs, du coup, puisqu'il a fêté ses 100 matchs. Ok. Est-ce que tu Combien sais, en c'est sortie son- de banc Oui, tu le sais Non. Tu le sais, toi, Flavio? Pardon, excusez-moi, j'étais en train de regarder. Il était en train ouais, vraiment j'étais de au- regarder d'autres matchs j'étais de en- foot, vraiment. Ramos, il a mis son 38e but cette saison, n'importe quoi, depuis qu'il est à Paris. En 100 matchs, il a 25. mis 38 buts. Combien en sortie de banc? 25. 25? Il y a une vingtaine à peu près. 18. Ou 18. Ouais, 18. ouais. Bon, bah, je savais pas 18. que le quiz avait été avancé pendant l'émission. Non, mais j'ai vu la stat, je me suis dit, elle est pas mal. En vrai, Non, quand même. franchement, bref, en vrai, ça m'étonne pas, hein, parce que quand il est titulaire, il est nul. Et, pardon. Non, mais en tout cas, ça paye pour Paris. Et pour lui, pour le coup, ça va un peu le relancer dans sa confiance, parce que c'est vrai que c'est son rôle à Paris, il est un peu ingrat. Ah ben, tu sors de banc, devant toi, tu as les Dembélé, Doué, Barcola, que si, entre guillemets, s'ils marquent pas, c'est toi qui dois rentrer pour débloquer la situation. Et si tu ne la débloques pas, on va te tomber dessus. Non, mais surtout, t'es numéro 9, t'as été acheté 90 millions. Et 90 80 ou 90. Ouais. Et le coach et ton coach préfère mettre des mecs qui sont pas numéro 9 plutôt que toi plutôt que toi à ton poste. Ouais, Donc, oui, non, bon. c'est vrai. Non, pour la confiance, c'est dur. Ouais. Ah, c'est très, très dur. Bah là, en tout cas, il renoue bien avec la confiance. Il fait un début de saison qui est pas si nul. Enfin, c'est pas comme s'il mettait un but, il disparaissait pendant 15 matchs et qu'il en remettait un après. Donc, c'est. Surtout qu'il a mis des buts importants, plus contre Paris. C'est à chaque fois ces débuts qui ont fait gagner un match ou qui ont donné une avance, une bonne. Enfin, il a mis des buts qui ont servi. Quoi. C'est Bah, pas comme un but, un comme ce week-end. cinquième but. Ouais, c'est pas le 5 but du 5e du 5-1, par exemple. Ah, Ouais, je vois ce là, que tu veux dire. celui-là, il est important parce qu'il permet à Paris de garder la tête de la Ligue 1. Et c'est Lens qui aussi, la semaine dernière, avait perdu des points face à Metz. Enfin, non, c'était mercredi. C'était dans la semaine. Ouais, oui, c'était mercredi qu'ils ont c'était perdu dans des la points semaine. face à Metz. Et cette fois-ci, ils n'ont pas laissé passer leur chance avec une victoire 3-0 face à Lorient. On se dit 3-0, succès maîtrisé. Mais pour ceux qui ont vu le match, en fait, ce qui se passe, c'est qu'à la mi-temps, Lens domine, gagne 1-0. Et au retour des vestiaires, ils se font massacrer. Mais vraiment. Je vais dire mélanger, mais ok, non, ok. non, ils se font massacrer par Lorient. Je vais vous dire les stats. Vas-y. Lorient, en seconde mi-temps,
c'est 10 tirs, 1,87 d'XG sur la deuxième mi-temps, donc quasiment 2 buts en expected goals et un penalty manqué. Pendant ce temps, Lens fait 2 tirs, mais 2 buts et gagne 2-0 la seconde mi-temps. Le braquage. C'est un truc de... Merci les corners. J'ai regardé le match, j'étais fou. C'était un truc de fou. En plus, il y a une image qui est terrible, c'est Mohamed Mamba qui rate le penalty. Quand il sort. Et derrière, il y a un plan où il sort, il est sur le banc, il a la tête dans le t-shirt effondré, et tout. il est en larmes. Franchement, c'est terrible pour lui et c'est terrible pour Lorient qui, pour le coup, aurait mérité de ramener des points de Bollaert. Mais bon, Lens qui s'en sort. Ils vont enchaîner Monaco et Strasbourg, là. Donc, elle est importante et c'est pas un cadeau. Ouais. Cela fait du bien. Mais vraiment, la seconde mi-temps de Lens, en plus, c'est marrant parce que les commentateurs, ils sont en train de dire vous savez combien d'XG à Lens sur cette seconde période 0 tir. Et dans la seconde, Wesley Saïd qui marque. Et tous les commentateurs font bon, ben voilà. Le syndrome du. C'est comme quand tu commentes et que tu dis il fait un bon match et le mec rate son contrôle la seconde d'après. Le truc classique. En plus, je les entendais parler. Je me suis dit ils vont tellement marquer dans la seconde. On devrait dire ça pour l'OM à chaque seconde d'un match. Ce serait vraiment très sympa. Parce que surtout qu'en face, c'est pas Riron, c'est pas Valladolid. C'est pas Valladolid, c'est le FC Lorient. Des mêmes couleurs quasi que des Valladolid, avec le fils de Pablo Pagis. Pardon, j'essaye de pas mourir. Et donc voilà, les deux concurrents pour le titre de l'OM qui gagnent ce week-end. Les plastiques des champions. Ça met en relief qu'il fallait vraiment gagner face à Auxerre et c'était important. On va passer à l'affiche de ce week-end. Ouais. Un merveilleux Stade Presto 29 contre l'Olympique Lyonnais et un match tout feu, tout flamme. Ouais. Ben, c'est bien. Ça t'a plu ce match ? Je me suis endormi à la 12e, réveillé à la 88e. À ce qui paraît, j'avais rien loupé. Flavio, t'avais plus de minutes de match que Romain. Non, c'est pas vrai, je l'ai regardé. J'ai pris plus de plaisir devant le Tour de France cet été que je n'ai pas regardé. Le Tourmalet, c'était quelque chose. Commence pas. Le Tourmalet, c'était quelque chose. Non, le match était ennuyeux à mourir du début à la fin. C'était horrible. On va parler du seul fait du match. Hans. Ouais, pas mal. Un assassin. Vraiment. Non, mais par contre, déjà, j'ai pas compris pourquoi ils étaient allés le chercher, Lyon. Enfin, t'as le droit à un joker, tu te dis, il y a de tous les joueurs qui sont en Ligue 1, je vais aller chercher Hans Hatteboer, qui joue pas à Rennes, qui est un cadavre depuis qu'il est parti de l'Atalanta, en te disant, ouais, c'est une bonne idée, et je vais le mettre sur le poste d'Ensley Maitland-Niles. Bon, latéral droit. Là, en ce moment, Maitland-Niles n'est pas très bon. Mais l'année dernière, c'est une référence à son poste. Ouais, et tu te dis, je vais aller chercher Hans Hatteboer parmi les 350 joueurs qui sont en Ligue 1. Mais oui, mais tu le mets latéral droit. Physiquement, il est cramé face à un ailier, Pathé Mboup, qui est vraiment pas si nul. Il était pas mal à Pau l'année dernière. Tu te dis, Hatteboer, il est sur 3 appuis, il va lui mettre une vitesse. Et l'autre, il a voulu mettre le contact. Il a voulu, tu sais. Comme on dit, le premier contact, c'est le plus important. Au moins, il ne reviendra pas après. Sauf qu'Hans Hatteboer n'est pas revenu sur le terrain. Il a vraiment pris rouge. Non, franchement, c'est un assassin. S'il lui pète la jambe en deux, je ne suis même pas surpris. Je ne sais même pas comment il continue le match. Franchement, tu vois la vitesse. L'adrénaline. Non, bah en vrai, en vrai ça va, oui. Ça va, il n'a pas la jambe cassée. Il lui a brisé tous les os. Non, mais oui, tu vois comment ça va. Et même l'arrêt sur image de la VAR, il a vraiment. Il a appuyé comme ça, il a tué. Et donc derrière, Lyon qui fait 85 minutes. Dominique Greif qui tient à la fin. Qui tient, et par contre, Brest c'est faiblard. Eric Roy, c'est plein de Lyon qui gagnait du temps et de Tolisso qui restait à terre aussi longtemps que le match. Non, mais à un moment donné. Tu joues 90 minutes à 11 contre 10, ils n'ont pas une occasion. Non, ils n'ont rien. Puis sur la pause, Lyon a eu autant le ballon que Brest qui était à un jour de plus. Ouais, c'est clair. C'est fou, quoi. À part la Bolascari qui... Oh, le crochet de la Bolascari. Clinton Mata qui a terminé en ventre glisse à Francis Leblay. Il a fini à la Beaujoire, je crois. Il a fini à la Beaujoire. Derrière, la finition est catastrophique, mais j'avoue, le crochet, je me suis levé de ma chaise. Mais il rentre bien, la Bolascari. Il fait quelques belles entrées. Bon, ça reste avec Brest, mais il fait quelques belles entrées parfois. Ça peut être... c'est pas si nul, donc... Et puis même, tu as Ludovic Ajor qui c'est pas un Pintado, tu as Romain Del Castillo qui te met les pénaltys, mais qui même en soi, c'est pas un des joueurs les plus nuls. Donc tu as quand même de la qualité, de la matière pour gagner face à Lyon en 10 contre 11. Il y a des joueurs, mais malheureusement, là, cette année, ça prend plus. Enfin, c'est peut-être un peu définitif de dire ça, mais le fait est que là... Là, tu avais moyen de prouver que tu étais quand même, pas dire une bonne équipe, mais que tu pouvais quand même t'imposer à 10 contre 11 face à un Lyon. On rappelle, c'est pas le Lyon des années 2000, mais même si le Lyon de maintenant est pas si dégueu. Tu te quand même au moins de mettre 11 contre 10 tu dois gagner. Ouais, voilà. À 11 contre, parce que tu as joué tout le match à 11 contre 10, tu es obligé de gagner.
À la limite, pas gagner parce qu'il y a des faits de jeu ou Non, que ça rentre pas, oui. mais t'as eu aucune occasion. Ouais, t'as tu pas mets été 4 calme. poteaux, c'est pas ta faute. T'as Ouais. pas eu de Que chance. Ajorc mette 4 poteaux, que Romain Castillo soit pas en réussite ou quoi, mais on n'a pas vu Ajorc, on n'a pas vu Romain Del Castillo, alors que c'est un des joueurs les plus remuants de Brest d'habitude. Enfin, il n'y a Moi- aucun joueur à ressortir du lot. Par contre, j'ai bien Brest. aimé l'interview en créole de Ludovic Ajorc. Avec Guillaume Moreau. Moreau. En vrai, Ouais, je l'ai c'était vu. pas mal. Hein. Ah, c'était bien. Non, c'est Mais- vrai. J'ai oublié qu'il Qu'il était réunionnais. Ouais. Ouais, Ludovic Ajorc. Mais non, c'était pas mal. C'était pas mal à écouter. Ouais, j'ai bien C'était aimé. son seul highlight de la soirée. Parce que derrière, avec le ballon, c'était un peu moins ça. On va, sauf si Flavio, t'avais encore un truc à dire sur ce match. Non, on peut On peut passer à On autre peut chose. passer. On C'est moins fun, hein, par Je contre, pense hein. qu'on en a tous marre. On va parler de l'événement qui s'est un peu passé ce week-end. On est obligé. La petite Ouais. polémique autour d'Aaron Donum. C'est ça. Un geste que, si on est gentil, on décrit de malheureux. Et si on est un peu plus froid, de De raciste. complètement raciste et Ouais, complètement débile. Bah, je vais remettre un peu le contexte. T'es lors de Toulouse-Le Havre. Match tout feu tout flamme, là aussi, avec un très gros score. Magnifique 0-0. Un au magnifique stadium. 0-0. Belle journée de Ligue 1. Hein. Ah, c'est pas mal. On se met la Franchement, Serie A. les mais multiplex en ce moment, c'est pas mal. Hein. Ça donne envie. Ça donne envie pour Ligue 1+. Mais oui, je vais remettre un peu de contexte. Du coup, lors de ce Toulouse-Le Havre qui a eu 0-0, Didier Digard, l'entraîneur du Havre, s'est plaint d'un geste d'un joueur toulousain, Aaron Donum, qui a fait un geste avec sa main lorsque Aaron Donum parlait à un joueur havrais, Ebonog. Il a fait un geste avec sa main qui semblait dire mec, recule, tu pues. Mm. Et Didier Digard a qualifié ce geste de quelque chose de raciste. Ça n'a rien à voir. C'est impardonnable. Ça doit pas être là sur un terrain de foot. Didier Digard qui a d'ailleurs pris carton jaune. Oui, il a pris un jaune pour ça, justement. Il a la citation. Il a dit, Didier Digard a dit « Je suis un être humain avant tout. Ce que j'ai vu aujourd'hui est intolérable. Ça montre le problème de la société en France. On m'entend pas une fois sur les fautes. Et là, pour un truc aussi grave, pour se protéger, en parlant de la Ligue des arbitres, pour se protéger, on me met un jaune. » C'est bon, c'est comme d'hab la pédagogie des arbitres de Ligue 1. S'ensuit Toulouse qui publie un communiqué qui conteste formellement toutes ces accusations de racisme faites à l'encontre de son joueur Aaron Donum. Et Le Havre s'est aussi exprimé en disant que Le Havre soutenait son joueur en réclamant une sanction suite au geste. Mhm. Et le principal fautif, Aaron Donum, s'est également exprimé. Comme ça, on a les versions de tout le monde. Et il a dit, je cite... C'est fou de dire que je suis raciste. Il s'approche de moi, je peux sentir son haleine et elle sent mauvais. Cela n'a rien à voir avec du racisme. Ça n'a rien à voir avec du racisme. Et si la Ligue admet que c'est un geste raciste, il pourrait prendre jusqu'à 10 matchs de suspension. Eh ben, en tout cas, quoi qu'il en soit, on peut débattre du côté raciste ou pas du geste. Dans tous les cas, c'est un geste qui est complètement débile, Oui. qui est complètement inapproprié et c'est complètement, je vais dire le terme, c'est complètement con de sa part de s'exposer à de potentielles sanctions en faisant un geste dont tu sais qu'il est tendancieux. Oui, tu le sais En très fait, bien. Il n'y a pas à juger sur est-ce que Aaron Donum est un raciste. Le geste, Non. il peut être interprété comme tel. Oui. Donc à partir du moment où il peut être interprété, tu le fais pas. Derrière, on a vu ses coéquipiers ses coéquipiers à Toulouse, au stade Oui. toulousain, j'allais dire. Ses coéquipiers à Toulouse mettent des stories en soutien, Oui, en soutien disant qu'il est pas raciste. Je veux bien croire Oui, que moi aussi. au fond de lui-même, il fait pas ça en pensant un truc raciste. Mais tu le sais qu'il y a geste des est tellement caméras. lunaire. Et c'est un geste, c'est pas instinctif. C'est pas Non. un geste que tu fais instinctif, tu te dis, ah purée, j'ai déconné. Enfin, je veux pas dire que c'est réfléchi, mais enfin, tu sais très bien que ça peut être une très mauvaise connotation et que tu peux arriver dans un bourbier En comme fait, t'es ça là marque maintenant. un truc qui est inconscient dans l'esprit de tout le monde. En fait, je comprends pas aussi à quel moment il se dit pas je vais faire ça et les gens ils peuvent l'interpréter. Enfin, Ouais, non, c'est débile. On va attendre les prochains jours pour voir comment ça va se passer, mais oui, le fait est que c'était la petite grosse polémique qui s'est passée sur les pelouses de Ligue 1. Moi, j'avais pas vu le geste, j'en ai entendu parler, mais Ouais. j'avais pas vu. Et donc, Flavio, c'est la Suisse. Il veut pas. Non, mais vraiment, j'ai Non, pas, je j'ai pas rigole. vu la vidéo pour le coup, j'ai vraiment pas vu le geste, donc je peux pas débattre de ce que je n'ai pas vu. Mais on va voir ce que va prononcer la Ligue, mais en tout cas, il risque de prendre très cher. Ouais, il risque de prendre parce que là, avec l'ampleur que ça prend, mais en tout cas, dans tous les cas, même si le geste derrière c'est pas mal pensé, ça fait encore une fois une mauvaise image. C'est des trucs que tu veux pas voir. T'as des enfants qui te Ce regardent. qu'on ne veut pas voir sur un terrain de foot. Non, mais oui, non, en vrai, c'est cliché de dire ça. oui, mais ça- c'est vrai. En vrai, ça casse la tête. Qu'est-ce qui ça va, t'a je pensais que t'allais dire non, autre chose. non, Ça sert à rien. déjà que j'ai dit un gros mot tout à l'heure. Ouais, Ça c'est- sert à rien que tu gagnes. Enfin, Ouais, bon. franchement, c'est assez navrant. Et même si derrière il pensait pas mal, s'il se prend une suspension, ça le fera un peu réfléchir. La prochaine fois, il Oui. fera gaffe à ce qu'il fait. Quand il y a 10 000 caméras, 30 000 personnes dans le stade et des millions de personnes qui regardent. Enfin, Et les réseaux Je vois- sociaux maintenant que je ça sais tourne pas et s'il y a des millions de personnes qui Avant regardent Toulouse, Toulouse quand Le Havre. Ça, je dois l'avouer. tous les Norvégiens pour Aaron Mais, Donum. mais voilà, on va terminer un peu sur cette note un peu plus légère, mais franchement c'est dommage et je Ouais. pense qu'il sera suspendu. J'espère que la Ligue fera en sorte de retirer le carton jaune de Didier Digard, même s'ils le feront pas, juste pour le geste ce serait pas mal parce que bon, un arbitre qui prend carton jaune parce qu'il se plaint d'avoir vu un geste raciste,
Non, mais non, il y a beaucoup de choses à revoir et à remettre dans de bonnes conditions. Ah, voilà. Donc on finit ce Tour de France sur une note assez positive, j'ai l'impression. Mais on va commencer un tour d'Europe on va parler du Tour d'Europe et on va parler du Real Madrid avec un peu plus joyeux. Ouais, un peu plus. On va revenir au football finalement. Parce qu'on on est là pour parler de football. Il y a eu du football à Madrid. Il y a eu du football à Madrid et Flavio, je vais te laisser commencer. Qu'est-ce que tu as pensé de ce Real Madrid-Valence ? Bah écoutez, ça commence à prendre forme un peu le Real Madrid de Xabi Alonso. Déjà 5 points d'avance en Liga, une victoire pas contestable. Après, ça ne reste que Valence qui, je crois, est soit premier relégable, soit premier ouais, c'est plus le Valence de certaines années. Oui, c'est pas le Valence qu'on a Valence, connu. Mais bon, le club est sous l'eau, lol. Oh purée, oh là là. Pardon. Tous nos amis espagnols qui nous écoutent. Tous mes amis valenciens. Maxi Franco Sanchez, si tu me regardes. Et en plus avec un Mbappé qui marque encore. Et donc tout va bien en ce moment pour le Real Madrid. Un peu moins pour leur homologue catalan. Bah là, ça va quand même. Bah, ils ont gagné, mais franchement, j'ai vu le match, c'était compliqué. Ouais, surtout la deuxième mi-temps. Bon, le Barça, on rappelle, a gagné 3-1 face à Elche. Ils mettent 2 buts en 10 minutes au début, ils se mettent un peu à l'abri. Tu veux une stat ? C'est la première fois, je crois, depuis 10 ou 15 ans que le Barça n'a pas la possession de balle dans un match face à un promu. C'est vrai ? Ouais. Ils n'ont pas la possession face à Elche ? Elche, qui est promu en Liga, qui est en Liga 2 l'année dernière. J'avais pas vu qu'ils n'avaient pas eu la possession. Elche, n'importe quoi. Elche a eu la possession sur ce match. Tu sais combien ? Non. 51-49. Donc c'est léger. C'est léger, mais c'est vrai. C'est vrai que quand tu connais le Barça, tu te dis, tu as l'habitude de les voir entre 60 et 70% de possession. Face à Elche en plus. Non, mais même face aux grandes d'Europe, et là, les voir à domicile face à Elche, c'est vrai que j'étais pas du tout au courant. Ah non, mais j'ai relu 3 fois l'info quand je l'ai lu, bon, la source, tout ça, etc. J'ai regardé, enfin c'est des stats. Du coup, voilà. J'ai relu, je fais, est-ce que je comprends bien ou il me manque une case, mais non, c'est bien ça. Elche, après Elche, ils jouent en 4-1-4-1, grosse densité au milieu, peut-être que voilà, ils l'ont eu comme ça. Bon, au final, les 3-1 pour le Barça, on va pas s'en plaindre. Non, on va pas s'en plaindre pour le Barça, je veux dire. Que même si Elche avait gagné, je m'en serais pas plaint. Oui, voilà, ça serait pas plaint. Non, en tout cas, au-delà de la possession, on a pu voir quand même les individualités du Barça qui se montrent en l'absence de Rafinha. Rashford qui marque encore. Rashford, ouais. Moi, je trouve que Rashford, depuis qu'il est arrivé au Barça, franchement, c'est quand même vraiment plutôt bon. Il est décisif et puis dans le jeu, il fait mal à chaque fois avec sa vitesse. C'est un profil un peu différent de tout ce qu'on peut voir au Barça, donc il apporte vraiment une plus-value à cette équipe. Mais c'est vrai que même dans le monde du football, il a un profil qui est assez atypique. Il est grand, il va vite, il est technique, il a une bonne forme. C'est un peu un spécimen à part, Rashford, dans le monde du foot. Là, il met ce but encore. Oui, mais la frappe pied gauche, en vrai, la puissance de frappe de Marcus Rashford, je sais pas si tu en as deux qui ont la même. Je repense au penalty face au Paris Saint-Germain. Moi, je repense au coup franc face à Chelsea, surtout. Je sais pas si tu as le souvenir. Il met un coup franc. Non, je l'ai plus en tête. Mais en tout cas, lui qui était un peu à la cave à Manchester en difficulté, bon après il avait Erik Ten Hag comme coach, donc on peut l'excuser. là du côté du Barça, franchement ça tourne pas mal et ça tourne mal, j'ai envie de te dire même parce que il a enfin remarqué le crack barcelonais. Face au premier quand même. Un but c'est un but. Hein. Oui, un but le c'est but un est but. Beau en plus. Non mais c'est vrai, non mais je fais la mauvaise langue, mais oui. Le but est beau, il marque dès le début, du coup ça le met en confiance pour la suite de la rencontre, mais après malheureusement c'est pas là où on l'attendait. Enfin, je parle de Elche, mais on l'attendait plus le match d'avant face au Real, c'est ça que je veux te dire. Je pense que le Barça aurait pu qui a coulé face à Madrid. Mais... Oui, le Barça aurait pu s'en sortir sans Yamal, je pense, face à Elche, mais il met quand même son but. Ça fait 3-1 pour le Barça, qui est deuxième de Liga, devant l'Atlético, où Griezmann a marqué son 200e but avec l'Atlético Madrid. Oui, c'est ça. 200 ou 250e, mais bon, il avait 200e. Ouais. Il avait plus marqué depuis quand à peu près ? 30 septembre. Avec l'Atlético Madrid. Ça fait un mois. Ouais, mais quand il y a Griezmann, bon après il joue moins, il est un peu voilà, c'est ce que je veux dire. Mais quand même plaisir d'avoir Griezmann marqué 200e but en plus. Il s'impose 3-0 je crois à Madrid face à Séville, donc il reste le podium Real Madrid, Barça, Atlético Madrid. Les trois gros ont gagné. Et d'ailleurs la situation du Barça me fait un peu penser à la situation de l'OM. Ils sont entre deux, le jeu c'est plus trop ça, bon à échelle différente, mais je vois je vois l'idée. Il y a des similitudes. Il y a des similitudes avec ce qui se passe. Greenwood, Yamal, même niveau, tout ça. Non, mais je pense qu'il y a des similitudes. Robinho Vaz, Yamal. Robinho Vaz qui est le U18 le plus décisif d'Europe devant Yamal. Oui. Coïncidence ? Non, il est tout simplement meilleur. Simplement des statistiques. On a un peu fait le tour en Espagne, je pense. On peut aussi juste mentionner le but exceptionnel d'Alvaro Carreras avec le Real Madrid, la frappe pleine lucarne. Après, Flavio l'a vu, Flavio m'a dit je mets la même mauvais pied aussi. Okay, donc, bon, parfait. Tant qu'on parle de
Flavio, moi j'ai envie de vous parler de Milan-Roma. C'était la grosse affiche de cette semaine en Serie A, avec une victoire du club de Adrien Rabiot, qui a d'ailleurs été blessé, qui est toujours blessé. Il a une blessure au mollet, l'ancien Olympien. Et une victoire avec un gros Mike Maignan qui est de retour. Il était un peu dans le moins bon ces derniers temps. Là, il fait un gros match. Il sort 7 arrêts, j'ai regardé les stats, et il sort un penalty devant Dybala. Je ne sais pas si vous avez vu. J'ai vu. J'ai adoré le maillot de Rome d'ailleurs. Voilà. Petit maillot blanc, le col vert et jaune. C'est pas les couleurs habituelles de la Roma, mais j'ai vraiment adoré. Ouais, un nouveau logo aussi. Enfin, il y a une autre manière. Qu'est-ce que tu penses de ce match et de ce retour en forme de Mike Maignan? C'est bien pour l'équipe de France. Bah, ça fait du bien, surtout que Milan a été un peu en difficulté sur le match, j'ai l'impression. Les 30 premières minutes, ils n'étaient vraiment pas dedans en tout cas. Donc ça a permis à Milan de faire une super opération au classement. Et puis voilà, en plus ça fait plaisir de revoir Mike qui était un peu moins bien, et on espère que ça va continuer comme ça, et surtout avec l'équipe de France. Bah, c'est ce qu'on peut espérer en tout cas. Donc Milan qui gagne et Pavlovic qui marque. Ouais. Et bon, je sais pas si tu vois le débordement de Léao sur l'action. Léao, il est en ce moment, il est en pétard. J'allais dire exactement pareil. Et vraiment pétard. Et Milan qui gagne sans Adrien Rabiot, comme quoi on peut gagner sans Adrien Rabiot, même si certains en doutaient en début de saison. Et voilà, on va passer à l'Allemagne et vos copains du Bayern Leverkusen, du Bayern Munich qui en nouvelle fois 18e victoire d'affilée, toutes compétitions confondues. Et 18, moi j'avais 15 mais 18. 18 toutes compétitions confondues et 3-0 face à Leverkusen. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Pas fou, pas exceptionnel, 18 d'affilée, pas exceptionnel. J'ai préféré Toulouse Le Havre. Ouais, oui, moi aussi, vraiment. Mais non, le Bayern, très très puissant. Lennart Karl qui a failli remarquer un banger. Laisse-moi tranquille. Non, je l'aime trop. Il a fait un enroulé, il a failli marquer. Enfin bref, 3-0. Invaincu cette saison, le Bayern, mais invaincu, pas 0 match nul. Ouais, non, mais là, ils sont que des victoires. Trop fort. Que des victoires. Trop fort. Leur dernière défaite, c'était quand? C'était face au PSG. Ouais, 5 juillet. Leur dernière défaite, en soi, c'était face au PSG. Et leur prochain match, c'est contre le PSG. Ça va être fou. Tu vas en parler un peu du match du PSG? Je pense que c'est... Bon, je me lance un peu, peut-être le plus gros match de l'année pour l'instant, de cette saison. Après, il y avait le Barça-Real de la semaine dernière. Mais je pense que niveau Ligue des Champions, c'est le plus gros match. Il y aura Liverpool-Real Madrid aussi, mais Liverpool un peu sur courant alternatif cette saison de manière générale. Là, tu as 2 équipes en forme, plus le Bayern que le PSG. Le PSG où Désiré Doué était absent là en Ligue 1, je crois pas qu'il ne sera pas présent face au Bayern. Il est blessé plusieurs fois. Et Dembélé qui s'est plaint de l'ischio. Mais il a participé à l'entraînement aujourd'hui. Oui, mais il s'est plaint du coup, on sait ce qu'il va vraiment faire 90 minutes face au Bayern, on ne sait pas. Mais vraiment cette confrontation Bayern-PSG ou PSG-Bayern, je ne sais plus. Je crois que c'est Bayern-PSG, mais j'ai vraiment hâte de voir le match et normalement Lennart Karl met un quintuplé. Voilà. C'est à Paris ou c'est à Munich? Je sais plus. Attends, C'est à Paris. C'est à Paris. Le boss nous dit que c'était. Le boss qui nous regarde et boss qui a parlé. qui a fait des signes en entendant ce match Bayern-Paris. Apparemment, il l'attend avec impatience aussi. Ouais. Allez, le Bayern. Ah, bah oui, évidemment. Voilà. Heineken qui va en mettre 15. Non, mais en vrai, oui. Ça va être un très très gros match et j'ai déjà hâte de le voir demain. Ça va être fou. Ça va être exceptionnel. Ça va être explosif. Et nous, après, je pense que voilà, on a fait un peu le tour d'Europe, un peu le tour de France. On ira en Angleterre dans un autre point. On va parler de l'Angleterre, ne vous inquiétez pas, les fans de Manchester City, on va parler de... Et des Cherries peut-être aussi. On a des fans de Bournemouth qui nous écoutent peut-être. Il y en a qui sont devenus fans en entendant Flavio parler d'Eli Junior Croupi. Ah bah je les comprends, non, mais moi aussi j'ai acheté le maillot la semaine dernière, oui je le comprends. Donc voilà, on revient dans quelques instants pour parler des coups de cœur de nos chroniqueurs. Donc, tu me dis quand tu es prêt de nous parler de notre coup de cœur, et moi, je lance le coup de notre coup de cœur. De ton coup de cœur. Notre coup de cœur à tous. C'est vrai que à la fin, ça va devenir notre coup de cœur à tous. On s'est un peu bagarré avec Flavio pour savoir qui allait en parler, mais Tom est plus fort à la bagarre. J'ai gagné la bagarre. Comme quoi, faites du MMA, les gars, ça permet... Avec vos potes, battez-vous vraiment. Dès que tu commences, je lance le chrono et t'as 2 minutes. Non, toi, dès que tu lances le chrono, je commence. Allez, t'es prêt? Allez, c'est parti. Top, c'est parti, t'as 2 minutes. Donc j'ai envie de vous parler de la grosse semaine de Ryan Cherki, de retour dans le 11 de départ de Manchester City après sa blessure. Il a commencé face à Swansea en coupe avec un but et une passe décisive pour se remettre dans le bain. Et là ce week-end, doublé de passes décisives face à Bournemouth, une de la tête, une du pied droit, parce que comme il est gaucher, oui, évidemment, ça lui suffisait pas de faire
d'avoir les deux pieds, il fallait qu'en plus il fasse des passes décisives avec la tête. Donc ça fait une semaine à un but et 3 passes décisives. Il a montré à Pep Guardiola que je pense qu'il fallait qu'il reste dans ce 11 de départ de Manchester City. Et puis voilà, j'ai envie de dire que n'ayons pas peur des mots. City a trouvé le remplaçant à Kevin De Bruyne en la personne de Ryan Cherki. Sa connexion avec Erling Haaland, ça marche mieux que la fibre. Non, mais c'est vrai. Est-ce que Foden serait jaloux, tu penses? Je pense que Foden fait des rêves où il est Ryan Cherki. Moi, j'ai pas peur de le dire. Foden, il vient du 69 dans ses rêves. J'étais déjà fan du joueur à Lyon, alors que je suis pour l'Olympique de Marseille. Mais là, sous Guardiola, il est en train de prendre une nouvelle dimension et je pense vraiment qu'il peut exploser à ce poste de numéro 10 à Manchester City. Et en fait, j'ai envie de parler d'un truc, c'est qu'aujourd'hui, il y a un mec qui s'appelle Florian Wirtz et qui souffre de la comparaison avec Ryan Cherki. Là où l'Allemand, il a mis 0 but, 0 passe décisive en 10 matchs, Ryan Cherki, il est blessé, il joue des bouts de match et là, il marque, il revient. Ceux qui doivent se ronger les doigts, c'est Liverpool parce qu'ils étaient proches de s'acquérir les services. Ils ont mis combien sur Wirtz? 150? Ils ont mis 120 millions. 120 millions, ouais. Et Ryan Cherki, 40 millions a été acheté. Aujourd'hui, Ryan Cherki, 40 millions et il prouve qu'il a déjà tout d'un grand et que c'est le futur de Manchester City. Une 37. Il me restait un peu de temps, mais. Il me restait un peu de temps. Bah alors je vais en profiter. Ryan Cherki. Ryan, je t'aime, Ryan. Le mec qui s'enflamme. Non, c'est le futur de City et futur aussi de l'équipe de France. Ouais, j'ai pas peur de le dire. Il n'a pas peur. Là, ce week-end, il a joué. C'était Foden en 10 et lui qui jouait sur un côté, Ryan Cherki. Ouais. Mais il repique. Ouais, il repique dans l'axe. Mais enfin, je dis je pose la question. On le préfère dans l'axe vraiment plutôt que sur un côté. Moi, tant qu'il est sur le terrain, je suis content. Latéral gauche, même, on le. Non, tant qu'il est proche d'un attaquant, devant, il peut jouer à droite, sur le côté, ça me dérange pas. Il a les deux pieds. En fait, de toute façon, même quand il joue sur le côté, il revient, il est libre. Donc, dans tous les cas. Il est inversé avec Doku, donc il va un peu. Il fait. Et puis après, c'est la liberté que laisse ou ne laisse pas Pep Guardiola d'ailleurs. Mais là, pour le coup, il est assez libre. Et puis, je pense qu'il sait quel joueur il a entre les mains et qu'il ne faut pas trop le brider. Je ne pensais pas qu'il allait, entre guillemets, être aussi fort dès son arrivée à Manchester. Décisif surtout. Ouais, je pensais qu'il allait être bon, mais il est décisif. Il marque, il fait des passes décisives. Pour le peu de temps de jeu. Ouais. Franchement, c'est assez. Je m'attendais, sur un moment-là, à ce que ce soit Wirtz qu'il est, par exemple, vu qu'on parlait de Wirtz plutôt que Ryan Cherki, où je me suis dit, allez, il va faire une saison d'adaptation, ce qui se comprend totalement. Et après, s'il ne stade pas la saison d'après, on pourrait faire la grimace, mais non, pour le peu qu'il a, il est très décisif, comme Robinho Vaz. J'ai une question. Est-ce que Cherki, vous le voyez meilleur passeur à la fin de la saison? Franchement, c'est fort probable. Parce que pour moi, ça dépend du temps de jeu. S'il n'a pas de pépin physique, c'est largement faisable. Bah là, j'ai regardé le meilleur. Avec l'autre cyborg devant qui court à 2000 à l'heure. Omar Marmouche, c'est bien ça. oui, c'est bien lui. Déjà, ça aide pour être meilleur passeur d'avoir un attaquant comme Erling Haaland. Mais là, j'ai regardé. C'est clinique comment il est. C'est dingue. Tu l'as vu célébrer Cherki à un moment? Haaland, dans ce profondeur, il lève déjà les bras. Je me dis, mais c'est fou. J'ai jamais fait ça, moi, quand je joue en district. Là, j'ai regardé le meilleur passeur de Première Ligue, je crois que c'est Jack Grealish avec 4. Ah ouais. Et il est déjà à 2, Ryan Cherki. Donc franchement, sachant qu'il avec 14 secondes de jouer, je crois. Ouais, il a loupé un mois de compète. Donc non, il y a vraiment moyen que, comme il dit Flavio, pas pépin physique, mais qu'il est quand même plus que. Enfin là, il a joué, mais qu'il n'est pas que des bouts de match. Oui, il va envoyer des caviars. De toute façon, moi, j'en voudrais beaucoup à Pep Guardiola si, avec ce qu'il montre Ryan Cherki, il va le faire plus jouer. Ah, s'il ne le met pas titulaire, pour moi, c'est titulaire indiscutable. Ça doit être l'élément clé de cette équipe, vraiment. Et je le pense sincèrement. Dans le sens où, offensivement, bon, tu as Haaland qui est indéboulonnable. Mais derrière, Foden, Doku, Bernardo Silva, pour moi, c'est moins fort que Ryan Cherki. C'est moins impactant, du moins. Parce que Bernardo Silva, un peu indispensable, on en parlait avec Flavio en privé pendant le match. Sans moi, je tiens à le rappeler. On ne parle pas à Tom hors de l'émission, par contre, faut le savoir. Non, mais oui, on en parlait. Bernardo Silva, indispensable, que ce soit limite en défense, défensivement et offensivement, mais impactant. Ryan Cherki, oui, qui te fait la passe qui va te casser une ou deux lignes ou qui va te lancer un attaquant en profondeur ou qui est l'avant-dernière passe qui peut te créer un maximum de danger, c'est Ryan Cherki qui va te la faire. Oui, parce que déjà hier il y a les deux buts d'Haaland, mais il y a plusieurs actions où la passe, il manque quelques centimètres pour qu'Haaland aille encore marquer un but. Donc dès qu'il a la balle, il arrive à mettre dans de bonnes conditions Haaland. Donc le faut vraiment, je pense. Puis même sans bonnes conditions, Haaland il peut quand même marquer. Oui, mais encore plus du coup. Oui, encore plus. Faut insister encore plus sur ce duo. Donc voilà, vous comprenez pourquoi on s'était battu pour faire le coup de cœur. On repartait sur 2 heures. Parce que là, on était reparti sur 2 heures sur lui. Je suis obligé de les couper dans leur élan. Et je vais passer à mon avis Flavio, même si t'es pas prêt, dépêche-toi. C'est bon, mais il a même pas besoin de notes. Il a tout dans la tête. Il va parler de Geronimo Rulli, le gardien de l'Olympique de Marseille, c'est ça? Oui. Franchement, t'es prêt? Dis-moi.
Allez, quand tu veux. Bah déjà, c'est un joueur, je voulais pas le prendre de suite en coup de cœur, mais parce que je voulais le garder pour un autre gros match, parce que je sais qu'il fera encore mieux dans la saison. C'est un gardien depuis qu'il est arrivé à l'OM qui, c'est simple, il est énorme. Franchement, la première moitié Pas de mal. la première moitié de saison qu'il fait l'an dernier, et je pense qu'on a rarement vu un mec s'adapter aussi vite dans un contexte aussi difficile que celui de Marseille. Et là, on se dit, est-ce que l'année 2 va être un peu moins bien? Et au final, il est encore mieux, encore plus impactant, plus leader en plus dans cette équipe. Et même dans les choix de relance, je trouve c'était mieux, parce qu'il y a des moments l'année dernière, on pouvait se dire que c'était un peu trop risqué, ou ça pouvait être un peu Tu plus parles des juste. passes dans l'axe qu'il fait parfois au milieu aux défenseurs qui font Oui, que voilà. c'est risqué. Oui, voilà. Et là, je trouve qu'il a encore passé un cap là-dessus. Donc pour moi, franchement, cette année, je vois pas qui pourrait être le meilleur gardien de Ligue 1 à part lui. Parce que déjà, l'année dernière, Chevalier, bon, on l'aime bien, mais pour moi, c'était déjà Roulier. C'était Roulier. C'était pas Mandanda Mais Hein remarque pour le dernier match. pour le dernier match? moi, j'ai une question pour toi, Flavio. C'est est-ce que tu l'imaginais aussi fort, Geronimo Rulli, quand il signe à l'OM? Pas du tout. Honnêtement, c'est un gardien que je connaissais, que je savais que c'était un bon gardien, mais je savais pas qu'il était à ce niveau-là. Surtout qu'en plus, quand on l'achète, il est remplaçant à l'Ajax. Si je me Il trompe était pas. à l'Ajax, mais Il il est était blessé, Il ouais. jouait pas, donc on se demande pourquoi l'Ajax le faisait pas jouer. Vraiment, c'est fou. Donc j'ai été court, mais Non, après, mais sur Rulli, il n'y avait pas grand-chose à convaincre. J'ai une autre question pour toi, enfin même pour vous. On a dit que la saison qu'il fait l'année dernière, elle est monstrueuse. Est-ce que vous attendez à ce qu'il fasse pareil, voire mieux cette saison-là? J'avais la discussion avec, Objectivement, oui, c'est sûr. avec un pote à moi qui me disait qu'il le trouvait moins bon, moins impressionnant. Moi, je trouve qu'il est meilleur. Je trouve que cette saison, il est meilleur que la saison dernière. Impressionnant, on le connaissait pas l'année dernière. Bah, en c'est fait- normal qu'il t'impressionne dès les premières impressions, du coup. Non, mais surtout, il avait le truc, il a arrêté 3 pénaltys en début de saison, donc forcément, oui. ça marque. Mais je trouve qu'il est plus complet dans son jeu cette année Mm. que l'année dernière, sachant que l'année dernière, il fait 6 bons premiers mois et la dernière partie de saison, c'est un peu moins bien. Ouais, c'est vrai. Et là, il est reparti. Bon, le match face au Real qu'il fait, non, mais franchement, là, Il t'a cette fait année- gagner beaucoup de points. Non, franchement, il est vraiment choquant. Puis en plus, il se démarque des autres gardiens. Enfin, maintenant, il y a beaucoup de gardiens qui font juste la croix quand ils sortent. Lui, c'est un des rares gardiens qui sort encore vraiment dans Ouais. les pieds avec les mains. À Dans l'ancienne. les sorties, ouais, à l'ancienne, on peut dire. Dans les sorties, fait peur. Dans les sorties aériennes, il y va. Il y Franchement, va, ouais. sa surface, Il est grand. Il fait 1m90, c'est un gardien. Bon, c'est grand, Ouais, mais oui, c'est mais pas, pour un gardien, c'est c'est pas pas extraordinaire pour un gardien. Et puis surtout, quand tu as connu Paul Lopez qui décrochait pas un pied de sa ligne, Oh, c'était ignoble. qui faisait des contrôles de balle où la balle montait au genou. mais surtout c'est au niveau des sorties. J'ai pas de souvenir. Moi, je me souviens du match face à l'Ajax où tu fais 4-3-3 là-bas. Pas un tout droit de Brian Brobey qui sort pas. Si, de Forbes. Et, Oui. et le mec est en face à face et Paul Lopez reste coaché sur sa ligne. Je me suis dit, c'est pas possible. Donc, et dire que Geronimo Rulli était de l'autre côté à ce moment-là. Ouais, il était sur l'autre. Non, il était sur le banc. Il ou était sur le blessé banc, ouais. Ouais, il était sur le banc. Mais non, franchement, Geronimo Rulli, c'est vrai que c'est impressionnant. Et Il était d'ailleurs, à Montpellier en plus. Ouais, il avait déjà à connu la Montpellier. Ligue 1. il était à Montpellier, mais qu'est-ce que je voulais dire? C'est que je sais pas s'il est pas meilleur qu'Emiliano Martinez aujourd'hui. Ah oui. Bah, sachant que Martinez n'a pas beaucoup joué vu qu'il était en instance de départ, on va Tant dire mieux. oui. Après, Martinez a Il a la legacy d'avoir gagné une Coupe du Monde avec l'Argentine. il est estampillé gardien vainqueur de la Coupe du Monde, et puis là c'est puis il est aura, toujours même dans si les- c'est un peu galvaudé. Ouais. Mais... Il a toujours ses récompenses dans le meilleur gardien de l'année à chaque fois. Alors Alors que- que. Voilà. Bon. Bon, on ouvrira ce dossier concernant le gardien de l'Albi Céleste un peu plus tard, et on va passer au coup de cœur. Je sais pas qu'est-ce que j'ai avec ce micro. Tu l'aimes bien, tu fais des câlins. Je J'ai l'aime fait un bien. câlin au micro. Au coup de cœur de mon ami Romain. Et c'est qui ton coup de cœur? Bah, mon coup de cœur, il a joué face à Geronimo Rulli, face à Auxerre. Bon, il a pas marqué. Un peu loin. Ouais, un peu loin, oui. Il n'était pas en vis-à-vis direct avec Rulli, mais il lui a quand même donné du fil à retordre, dans le sens où, avec des passes, il a vraiment fait des choses exceptionnelles et pas que. C'est Kevin Danois. Alors, il n'y en a peut-être pas beaucoup qui le connaissent. Kevin Danois, c'est un milieu de Auxerre qui a 21 ans, au milieu français. Il n'est pas danois. Non, il n'est pas danois. Kevin Danois n'est pas danois. Ça aurait été excellent. Ouais, voilà, milieu français, 21 ans, qui est guadeloupéen, qui est né à Basse-Terre en Guadeloupe là-bas, formation auxerroise, la JA, Giroud, tout ce que tu veux. Bon, pas Giroud malheureusement. oui, pas plus pas Giroud, Giroud, non, plus Giroud. Mais voilà, un milieu central qui peut jouer 6 ou 10 et qui a vraiment énormément de qualité tout court, parce qu'il sort du lot dans cette équipe d'Auxerre.
énorme qualité. On va commencer défensivement, des interceptions, un physique, un gros volume de jeu. Tu vois, ça hitmap face à l'OM, il y a du rouge partout sur tout le terrain. Il est vraiment partout, offensivement. Dans le cœur du jeu, balle au pied, niveau dribble technique, c'est OK. Il se sort de petits espaces avec des dribbles, c'est vraiment très très bien de sa part. Et même offensivement, il fait un contrôle d'un pied, une passe de l'autre, des transversales qui vont d'un côté à l'autre. À un moment même, il fait une transversale pour je ne sais plus quel attaquant d'Auxerre qui contrôle d'un pied, frappe de l'autre face à Rouli. Face à Ibrahim Osman. Oui, voilà. Il fait ça et je me dis, normalement, il y a but. Bon, Rouli fait une parade exceptionnelle, mais normalement, il y a but. Vraiment, ce qui t'apporte défensivement, offensivement et dans l'entrejeu, c'est quelque chose de très, très fort. Seul petit bémol, on va dire, le concernant, il ne stade pas. Offensivement, il ne stade pas. Il a fait 30 matchs de Ligue 1, il a 0 but, 0 passe D, mais il est très souvent à l'avant-dernière passe. Bon, pas la dernière passe. Il a quel âge ? 21 ans. Ok, d'accord. 21 ans. Oui, voilà, il ne stade pas. C'est le seul petit bémol, on va dire. Et donc voilà, ça c'était pour Kevin Danois comme ça. Il est contrat jusqu'en 2029 avec la JOCR. Il est coté à 10 millions sur Transfermarkt, mais ça ne m'étonnerait pas que dès le mercato d'hiver, il y a un club de n'importe quel championnat que ce soit. Je le vois bien en Serie A, je ne sais pas pourquoi, qui viennent mettre des sous sur lui. Ça serait vraiment pas étonnant. D'ailleurs, Florent Maurice en parlait sur le plateau de Ligue 1+, en parlant de Kevin Danois. Il a dit c'est vrai que c'est un joueur exceptionnel et tout. Donc c'est peut-être pas impossible de le voir à l'OGC Nice, du moins un club. l'OGC Nice. Florian Maurice, c'est non, Maurice, pardon. Non, ok, oui, pardon. C'est bon, ok, d'accord. Directeur, oui, Florent Maurice, directeur sportif de l'OGC Nice. Je me suis dit, il y a pas un ça ne m'étonnerait pas que Kevin Danois aille à Nice, ou du moins un club plus huppé que la JOCR. Un peu plus, non ? 2 minutes 23. Ah, purée, ouais, mais j'ai pas précisé, Flavio avait fait 1 minute 35, donc au final, vous vous êtes un peu rattrapé. Je le savais, j'ai compté dans ma tête. Au niveau des timings. Et j'adore ce joueur. Tu veux qu'il signe à l'OM ? Tu l'as pas dit, mais ça te plairait ? En vrai, vu notre effectif au milieu, ça ferait beaucoup de qualité, mais ça ferait plaisir. Ça ferait plaisir. Mais non, il serait peut-être sur le banc. Enfin, du moins, c'est pas un joueur qui doit aller, je dis une bêtise, dans un Tottenham pour rentrer, faire 15 minutes à chaque fois. Non, il faut qu'il aille. Qui joue. Ouais, genre je le vois bien à la Fio. Tu vois, la Fiorentina, des clubs, des bons clubs de championnat, mais pas ceux qui jouent les premières ou deuxième place. Ok, je capte. Pour titulaire. En Angleterre, j'ai peur que ce soit peut-être un cap un peu gros. Parce que regarde, on a vu l'exemple de Leslie Ugochukwu qui est en Ligue 1, qui est parti à Chelsea. Oui. C'est un trou noir à joueur de foot. Ouais, là maintenant, il est à Burnley, il s'en sort. Mais pareil, Loum Chaouna qui est parti, du coup, qui est à Burnley maintenant. Mais oui, je le vois bien dans une équipe d'un cran au-dessus, n'importe quel championnat. Mais c'est un très bon joueur. Français en plus, donc... je crois qu'il a quelques sélections avec les U23. Même en U23, c'est très sélectif au milieu de terrain. Donc, on ne peut pas lui en vouloir de ne pas être dans la sélection. Mais en équipe de France, dans quelques années, peut-être pas titulaire indiscutable. Mais on va dire un peu, pas le même profil, mais même comme Guendouzi en équipe de France, c'est-à-dire qu'il est là. S'il y a un blessé ou quoi, c'est lui qu'on va faire jouer. Ça ne m'étonnerait pas. Ah, donc tu y crois vraiment beaucoup Moi, j'y crois vraiment beaucoup. Okay. J'y crois vraiment beaucoup. Je le vois pas un Pogba. Bon, je lui souhaite. Mais du moins pas le Pogba actuel. Mais oui, voilà, Kevin Danois, très fort joueur à surveiller dans cette équipe auxerroise. La formation auxerroise qui fait encore des miracles. Ils ont toujours une capacité à sortir des joueurs. C'est quand même Clément Akpa est formé là-bas aussi, non ? Clément Akpa, oui. J'aime beaucoup Clément Akpa. Central, il peut jouer piston. Et voilà, Ryan Cherki, Geronimo Rulli et Kevin Danois, on a un peu touché à tout. Milieu, défensivement, Geronimo Rulli. Et devant avec Ryan Cherki, mais non, c'était pas mal. C'était bien les coups de cœur de bien aimé. On va parler maintenant du foot local, le terroir. On va rester là maintenant, on va un peu se recentrer sur la région. On va commencer le plus grand niveau. Laisse Flavio commencer. Je laisse Flavio, pardon Flavio. Je crois que tu n'as pas déjà assez parlé là pendant les dernières minutes. J'ai hâte de parler. Non, je veux nous parler du Kenny danois de la nationale. Ah, là tu m'intéresses. Bon, on va faire un petit tour des résultats qu'il y a eu. Et c'était une petite week-end pour les clubs du coin. Déjà dans National 2, il y a eu, si on prend large et qu'on prend le 0-6 avec nous, il n'y a eu qu'une victoire, celle de Cannes. Je ne veux pas le 0-6 avec moi, Flavio. Du coup, il n'y a pas eu de victoire. Donc, Fréjus est allé faire le nul à Andrézieux. Istres a perdu contre Rumilly-Vallière. Rumilly-Vallière qui, d'ailleurs, si je ne me trompe pas, est leader au classement avec 18 points. Le GFA Rumilly-Vallière. Le Sporting s'est incliné face à l'AS Cannes. Rousset en a pris 4 à la maison contre Créteil. Le Nîmes Olympique s'est incliné 2-0. Le Nîmes Olympique joue en National 2.
Oui, Le Nîmes mais ils sont Olympique pas joue- mal en plus, non? Et ils sont deuxième au Eh classement. oui, ils sont J'espère pas qu'ils mal. sont pas mal, ils jouent en National 2. Mais ils étaient en N3 ou en R1 il y a quel- encore 2 quel- ans. Rani quel- Assaf. Quelle Bah, catastrophe. Rani Assaf qui n'est plus au club. Oui, depuis, c'est et ça. ça va mieux d'ailleurs, comme par hasard. Oui, c'est juste un hasard, Faldo, t'inquiète pas, c'est Quelle juste un hasard. tristesse, pardon, je vous ai coupé. Et puis après, dernier club du coin, le hier 83 qui allait faire 0-0 à Bobigny. Donc au classement, il y a tous ces clubs-là qui stagnent un peu. Le plus haut, c'est Fréjus, 5e avec 14 points, donc 4 points de retard sur Rumilly-Vallière. Istres qui suit 7e avec 12 points. Toulon est à égalité avec 12 points aussi. Et les hier juste derrière avec 11 points. Donc voilà pour les clubs de Pas la fou. nationale. Du Donc coup, pas- Nîmes sont deuxième, c'est ça? Nîmes est deuxième, Ok, c'est ça, avec pardon. 17 points. Un point derrière Avec Zinedine Vallière. Ferrat. Et la seule petite, Non. C'est pas vrai. seule petite éclaircie, c'est Sifour qui a gagné 1-0 et qui Ah. donc reste. Revient premier, à la première place. Non, ils sont, Ah. ils sont juste derrière Caen Lecro, mais à un point, donc ils recollent. Ok. Oui, donc ils sont encore en lice pour la oui. montée. Enfin, déjà pour la DNCG et après pour la montée. Parce que vu ce qui s'est passé l'année Ne dernière. ravive pas des Non, mais souvenirs encore Mais j'ai pas douloureux. envie de m'enflammer, de me dire je vais voir Sifour en N3, tout ça. J'aimerais, mais je vais pas m'enflammer comme ça. Donc Sifour qui est rebondi après son match nul la semaine dernière face à Grasse. Comme Neil Mopé, avec la réserve qui rebondit. Et toi aussi, tu Eh oui. rebondis bien. Hein. Eh bah, écoute. Ouais, Neil Mopé qui joue avec la N3, enfin qui a joué là ce week-end avec la N3, et ils ont gagné 1-0 grâce à un but de Neil Mopé. Sur Après, hein Sur quoi, le but de Nîmes Mopé? Parce que bon, faut préciser qu'il est pas capable de marquer dans le jeu, même en N3 ou. C'est dur. Ah, le but était pas sur. Non, c'est un penalty. C'est sur penalty. Ouais, c'est sur penalty. Oui, bon, au moins là, comme on dit, enfin, il est payé 200 000, mais il joue plus juste avec le préparateur physique, il joue avec des joueurs de foot. Donc, Tu dois craquer si tu joues en N3 et que. Tu marques sur- Non, mais Neil Mopé, il a la même prime de match que toi alors qu'il est payé 300 000 euros par mois. c'est vrai. Et qui vient prendre ta place. Ouais. T'es là, tu joues en N3, toi t'aimes bien, et le mec il joue pas avec les pros, il vient, il joue, il marque un péno en plus, c'est pas comme si. Bon, enfin bref. En vrai, c'est tellement. Enfin, c'est un truc à part, mais ce truc d'envoyer des pros jouer avec la N3, je trouve ça tellement humiliant. Surtout que c'est. Ouais, Genre, vraiment, c'est. c'est N3, c'est pas. Genre, il y a un gros gap entre la Ligue 1 et la N3, quoi. Comme envoyer des kinés avec la réserve aussi, ça c'était pas mal. C'est vrai. Pas mal de J'ai messages. j'ai vu, Pas j'ai mal vu un de tweet messages. d'ailleurs qui ça, on va rappeler à cause de la rechute Ahmed d'Ahmed Junior. Traoré, l'OM a envoyé un kiné avec la Pro 2. La Pro 2. T'imagines, t'es joueur de Pro 2 T'es joueur de Pro 2, il y a un mec qui te dit ouais, le kiné il soigne mal. s'est encore blessé à cause de toi, il soigne mal, il va venir te voir toi, tu dois être content. Non, mais. Donc voilà la gestion des cas à l'OM, que ce soit les kinés ou les joueurs, c'est toujours assez particulier. C'est particulier. Non mais ouais. Bon, il s'est passé aussi pas loin de Marseille. Tu veux parler du match d'Aubagne? Ouais, ah ouais. C'était un beau match. Beau match, ils ont joué face à Châteauroux, ils ont gagné 3-0. C'était simple, efficace, rapide. 3-0, mais différence de l'OM, Aubagne s'est imposé avec La manière. la manière. Déjà, il s'est imposé 3-0 déjà. Avec la manière, on commence avec un but de Shibani, défenseur central de Aubagne, qui récupère la balle dans le rond central, qui fait une percée vraiment dans l'axe tout droit. Il envoie une praline pied droit sous la barre, 1-0. Un central qui fait ça en national, déjà magnifique. Un milieu de terrain, un mec, pardon, parce qu'on a... Un mec. Oui, un mec qui s'appelle Amek. Pareil, il est entré de surface, il s'oriente bien, il a mis une frappe magnifique en pleine lucarne 2-0. Et le 3-0, c'est Néhari. Donc sur les trois magnifiques buts d'Aubagne, 2 inscrits par des défenseurs centraux. Ok. Et le 3e, c'est un coup franc en cloche dans la surface. Le Néhari, défenseur central, qui la reprend volée sans rebond en pleine lucarne. Enfin, 3 buts où le gardien de Châteauroux ne peut pas faire grand-chose, on ne peut pas lui en vouloir là-dessus. Et avec ça, Aubagne, 6e de national, ils prennent 3 points, là, 3-0, 6e, et ils peuvent enchaîner 2 victoires parce que le prochain match, ils jouent contre le Puy-en-Velay qui est milieu de tableau, pas loin des places de relégation. Donc voilà, Aubagne 3-0 ce week-end, mais avec 3 buts exceptionnels. Et Aubagne en plus qui revient à hauteur de la 2e et 3e place, puisque les 2, 3 et 4 premiers ont 20 points. Ils sont à 3 points de ces équipes-là. Donc tout est encore possible. Entre Oh là là, pour Aubagne en Ligue 2. Ça serait exceptionnel. Par contre, dans le championnat national qui est surdominé par Rouen, Oui, je suis cette équipe parce que mon cousin joue à Rouen, il est deuxième gardien là-bas et c'est incompréhensible. ils s'y attendaient pas. L'année dernière, ils se sauvent à 5 journées de la fin
Ils perdent leur meilleur joueur, Hicham Ben Kaïd, cet été. Et là, ils sont premiers de. Il y a eu un gros turnover dans l'effectif ou même pas? Je sais pas. Là, ils ont une nouvelle stratégie, enfin, une stratégie entre guillemets. Ils sont allés chercher Charlaby et Kenny Darocha Santos. Donc, ils vont chercher les anciens joueurs de Saint-Etienne. Oui, putain, ces noms me disaient quelque chose. Oui, Charlaby et Kenny Darocha Santos. Et Pourquoi Saint-Etienne en particulier? J'en sais rien. C'est pas Rouen Saint-Etienne, c'est pas très proche, un club ami ou des choses comme ça, peut-être, mais c'est très loin quand même. Et en plus, ils ont gardé le même coach, Régis Bourrouard. Et là, cette saison, ça marche du feu de Dieu. Bon, ils se sont fait sortir en Coupe de France par une R1 ou une R3, je sais pas quoi. Ils ont perdu, ils ont fait n'importe quoi. Mais en tout cas, en championnat, ça marche. Ouais, Rouen qui marche fort pour ce championnat de national qui est toujours aussi excitant à regarder parce que c'est souvent serré. Mais il y a des petites pépites, là, comme les buts, par exemple. Du coup, pour dire, l'année dernière, Rouen finit 10e à 7 points devant les places relégables. Ouais, c'est ça. Ventre mou, mais ils se sont sauvés. Proche. Oui. De tous les cas, tu les attends pas à ce niveau-là, là, en national cette année. Proche de la fin. Flavio, tu veux nous parler des féminines de l'OM? Et oui, les féminines de l'OM qui... Je ne sais pas si ce résultat peut être qualifié de contre-performance. Elles ont enfin joué une équipe, on va dire, un peu plus de leur calibre contre Strasbourg. Et ça a fait 0-0. Ouais. 0-0, un match où les Olympiennes ont eu quand même quelques occasions qu'elles n'ont pas mises et qui auraient pu elles ont même failli se faire punir en fin de match par Strasbourg. Donc Corinne Diacre était un peu mitigée en conf de presse de ce côté-là. Il y avait la place pour gagner? C'est ce qu'elle dit, justement, il y avait la place pour marquer des buts, mais il y avait aussi la place pour le perdre, donc il va falloir travailler ça. Il y a eu du mieux défensivement. Bon, elles n'ont pas aussi joué le même calibre d'équipe que la semaine dernière, mais il va falloir travailler maintenant pour mettre les occasions devant. En tout cas, au moins, l'hémorragie est stoppée. Et voilà, les féminines de l'OM qui stoppent leur série de défaites et on va faire une petite pause. Juste pour revenir, on va pas faire de petite pause. Tu attends. Non, j'attends. Flavio a dit attends. Tu attends. On va juste aussi parler de d'autres équipes féminines parce que ce week-end il y avait les finales régionales de Coupe de France. Donc la Coupe féminine se déroule en deux parties, des parties régionales par ligue. Ouais. Et donc dans notre région, c'était ce week-end, il y avait 3 matchs et c'était pas encore un bon week-end pour nos équipes varoises. Toujours pas. Pour nos équipes varoises et du 13 parce que hier FC s'est incliné 1-0. Monaco, on a mis 5 contre Rousset et le Sporting a perdu 2-0. Donc ces 3 équipes ne verront pas la phase fédérale de Coupe de France. Voilà. C'est dommage. C'est dommage pour elles. Tantôt, il y avait 3 matchs, il y a eu 3 défaites. Enfin, même pas une sur 3. Donc, rien pour hausser le menton et garder la tête hors de l'eau. On va cette fois la faire, sauf si Flavio me recoupe. Est-ce que Tom doit encore attendre? Est-ce qu'on peut faire la petite pause et après on va parler de Marseille-Atalanta. Et on est à nouveau de retour, les copains, pour parler de la Ligue des Champions, de l'Olympique de Marseille, de l'Atalanta, de tout plein de choses finalement, mais globalement de la même chose. Football. De football. C'est ce qu'on aime. C'est ce que toi t'aimes ou... Ouais, non. Toi, tu préfères le cheval de toute façon. Ah, j'adore. Vraiment. J'ai leak. Prix d'Amérique fin janvier. Soyez branchés. Soyez branchés la team. On va parler de ce match entre l'OM et les Bergamasques et pas les Bergamotes. Ah ouais? Ouais. Autant pour moi. Tu sais qu'une fois, j'avais dit Bergamote, je sais plus c'était pourquoi, et c'était passé comme une lettre à la poste. Après, j'ai regardé, je me suis dit, mais quel con. Bon. Et du coup, la lettre a été renvoyée par la poste ou c'est bon, Non, là, c'est fini. Là. Ok, c'est bon, tant mieux. On va parler de cette équipe de l'Atalanta qui est pour le moins en crise totale. C'est plus du tout l'équipe que les Marseillais avaient affronté en finale d'Europa League il y a maintenant 2 ans. Une équipe de l'Atalanta qui reste sur une victoire sur ses 8 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Franchement, ils s'en sortent pas du tout, là, Flavio, en ce moment. Oui, franchement, c'est compliqué. Depuis que le laboratoire Gasperini est parti, forcément, c'est un peu plus dur. Ouais, franchement, j'ai pas tellement suivi cette équipe de l'Atalanta. Je sais qu'ils sont sur un changement de cycle, donc ils sont plus prenables. Mais au final, est-ce que l'OM, c'est pas plus dur quand c'est des équipes à leur portée, au final? C'est plus dur, mais je pense que là, l'avantage, c'est que l'Atalanta, c'est quand même une équipe qui va essayer de venir jouer, qui va essayer de venir te chercher. Là, ils sortent d'une défaite vachement compliquée face à l'Udinese où ils ont fait aucun tir cadré, ils ont perdu 1-0. Donc face à l'Udinese qui n'est pas non plus un cadre de Serie A. D'ailleurs, ils sont 11e de Serie A, l'Atalanta. Quand il y avait un joueur de Lens là-bas, qui maintenant à Lens, c'était une équipe exceptionnelle. Mais malheureusement, ce joueur est parti de l'Udinese pour aller, pour aller à Lens. Dis-le. C'est qui? Je crois que c'est Thauvin, si j'ai les bonnes infos. Voilà, c'est Florent Thauvin. Il a pu le placer dans une émission, on n'en parle pas du tout. Félicitations, Romain.
pourrez jouer un bingo chez vous. Vous notez combien de fois Flavio parle de Mandanda, dit qu'il a brûlé la pelouse et combien de fois, Romain parle de Thauvin. On va attendre quelques émissions, on va le créer nous le bingo et le boss il va cocher les cases. On devrait faire ça. Mais c'est vrai que pour le coup, là l'OM, j'ai l'impression qu'on se répète chaque semaine, mais l'OM a l'occasion de faire un coup en Ligue des Champions face à l'Atalanta, une équipe qui est un peu une équipe sans âme depuis la reprise de Ivan Juric. Oui, c'est ça, c'est Ivan Juric qui a repris les rênes derrière Gasperini. Actuellement, ils sont vraiment sur l'état de forme des derniers matchs. Vraiment 6 matchs sans victoire. Il y a 5 matchs nuls, mais c'est pas... 5 matchs nuls. 5 matchs nuls, une défaite, c'est pas des victoires. Actuellement, 11e de Serie A. Tu regardes sur les états de forme, c'est l'un des pires états de forme de toutes les équipes de Serie A. C'est pire que certaines équipes qui sont 15-16e derrière elles. Donc, après, il y a quand même de la qualité, il y a quand même certains joueurs. Non, ils ont des joueurs, ils ont Ademola Lookman, normalement, notamment qui est revenu Lookman, ils Scamacca. ont De Ketteler, Scamacca qui revient de blessure, mais qui est un peu un cadavre ambulant, Scamacca, c'est pas, depuis le début de la saison. Vraiment, tu sais pas, voilà. Donc Lookman, Scamacca, De Ketteler, Pasalic. Au milieu. Ils ont gardé plus ou moins la même structure que sous Gasperini. Ils ont perdu Coupe Miners, qui d'ailleurs, Coupe Miners ne s'en sort pas du tout à la Juventus. C'est ce que j'allais dire, ils jouent à la Juventus mais qui était un de leurs éléments forts il y a 2 saisons. Et puis, il faut aussi préciser que leur pépite en défense, Giorgio Scalvini, est blessé. Il est blessé, ouais. Et le capitaine Martin de Roon était blessé ce week-end aussi. Ok. Donc, je sais pas, j'ai l'impression que c'est un peu du day-to-day au niveau de la blessure. Il peut tout à fait jouer comme ne pas jouer, ne pas jouer contre Marseille. Mais en tout cas, il n'était pas là ce week-end, le capitaine de Roon. Ça leur a bien servi, hein. Oui. 2-1, perdu, super, bravo. Après non. Ce week-end. Ils ont perdu 1-0. Ah, purée, dans ma tête, non, pardon, autant pour moi. Ils auraient pas pu perdre 2, ils ont cadré aucun tir. Ah, autant sur un CSC, ils peuvent gagner. Enfin, ils peuvent marquer, mais non, c'était pas le cas, autant pour moi. Bon CSC quand même. Tu m'as eu. Je sais pas quoi dire, tu m'as eu. Non, mais même Martin de Roon, qui est formé en tant que milieu, mais qui joue central dans une défense à 3 avec l'Atalanta. Tu vois la défense à 3, à part Kosunu de Leverkusen, qui n'est pas une valeur sûre, c'est pas un Jonathan Tah, par exemple, quand il était au Leverkusen. Mais c'est Hein Jimcici. Ouais, Jimcici, 32 ans. Isaac Hein, le Suédois, et Martin de Roon, 34 ans. Enfin, t'as pas des centraux. Déjà, ça court pas vite. Voilà. Là, si tu mets Robinho Vaz face à cette... Non, pour le coup, ça, c'est un vrai point qu'on peut aborder. C'est que Robinho Vaz face à cette défense assez lente de l'Atalanta, s'ils viennent te chercher haut, il y a moyen de les piquer fort en contre. Et ça peut être une des solutions pour l'OM. Même sans Robinho Vaz, tu prends Greenwood ou Peshao, même Aubameyang. Oui, c'est sûr. Si Aubameyang ne prend pas Jimcici, l'Albanais de 32 ans de vitesse, quand même. Enfin, il y aura des questions à se poser. Non, mais il y a vraiment il y a de la place dans le dos de la défense, et même sur cette défense qui est très vieillissante. Donc c'est pour ça, c'est au niveau de la défense. Mais après, même, ils n'ont pas un mec qui stade particulièrement. Non, mais ils n'ont pas cet attaquant qui t'a mis 8 buts là cette saison ou quoi. Donc en tout cas, cette équipe de l'Atalanta, pour le coup, eux, leur dernière défaite, c'est face à un autre futur adversaire. Leur dernière victoire, pardon, c'était face à un autre adversaire de l'OM. C'était contre Bruges en Ligue des Champions. Oui, c'est vrai. Bêtise, avec gagné 2-1. Ouais. Donc bon. Je crois qu'ils avaient marqué un penalty. Et après, ils sont passés devant sur le 2-1. Mais oui, peut-être pas si convaincant encore. Le football, c'est pas aussi binaire, mais on peut se dire que si l'OM arrive à gagner face à l'Atalanta, il y a de quoi nourrir des espoirs pour le match face à Bruges. Bon, ce sera un l'OM, peu plus longtemps. S'il y a victoire, là au classement, on est 18e sur 36. Et l'Atalanta est 17e. Oui, ils sont juste devant nous. Mais le premier club avec 3 points, grâce à la différence de but et le match contre l'Ajax. En gros, de tous les clubs qui ont 3 points, Marseille est tout en haut grâce à la différence de but. Ah oui, ils ont 4 points, c'est vrai. Et l'Atalanta est le dernier des club avec 4 points. Oui, c'est ça. C'est un peu abstrait comme concept, mais bon. Mais il faut quand même se mettre à l'abri, comme tu dis, parce que, on est dans les clous pour se qualifier. On n'est pas dans le bon longtemps. Mais derrière nous, il y a des clients qui ne devraient pas être là. Il y a la Juve. Il y a Naples, il y a l'Atlético Madrid, si je ne dis pas de bêtises. Et puis même, au-delà de ces gros cadors, tu as des Bilbao, Francfort, des clubs qui doivent normalement être qualifiés en LDC. Donc après, tu as Benfica et Ajax, mais ils se sont mangés 3 défaites d'affilée. Là, ils sont derniers de Ligue des Champions. Mais faut pas traîner. Derrière, il y a des clients quand même. Oui, l'OM, là, tu disais, l'OM a l'occasion de faire une bonne opération. C'est même pas doit faire une bonne opération. Parce qu'après, il va y avoir des matchs
des matchs compliqués. Newcastle, après il va y avoir 2 déplacements en Belgique, qui sont des équipes qui sont a priori moins faibles, mais bon, c'est des déplacements. Déjà, c'est toujours compliqué de gagner à l'extérieur. Voilà, en plus. Donc, Liverpool ne sera pas compliqué. Oui, Oui. tranquille. Oui. Bon, après Liverpool, je crois qu'on S'il y a bien un moment pour les prendre, c'est en ce moment. Ouais, mais bon, on verra en janvier la situation qu'ils ont à Liverpool, mais dans tous les cas, c'est maintenant qu'il faut commencer à vraiment lancer la dynamique, la dynamique à la maison contre l'Atalanta. Et puis en plus, de ce que je vous ai écouté parler de l'Atalanta, une équipe que j'ai beaucoup moins vue, apparemment il va y avoir de l'espace dans le dos, et on a vu contre l'Ajax, ça a fait énormément ça nous a beaucoup aidé. Donc on espère que Peshao, Aubameyang, etc. sauront exploiter tout ça. L'Ajax, pardon. L'Atalanta, ils jouent la plupart du temps, ils sont en 3-4-2-1, donc avec des pistons. Et c'est pour ça que si tu arrives à apprendre à revers les pistons, tu as des couloirs derrière et les centraux, ils vont pas venir te rattraper ou couvrir. Et d'ailleurs, c'est un vrai 3-4-2-1 plus qu'un 5-3. Les pistons sont hauts. C'est pas une défense à 5 à plat. Ouais, les pistons sont hauts. Donc on l'a vu. On l'a vu face au match face au Real Madrid. Des fois en 2 passes. En 2 passes, tu vas au but. Oui, là, face à face d'Aubameyang, face au Real Madrid, si tu arrives à te faire ça, on l'a moins vu ces derniers temps, ce genre de football. On a joué contre des blocs un peu plus bas. Après, on a joué contre des blocs un peu plus bas, effectivement. Mais tu arrives à faire ça face à l'Ajax. Furet, pardon. Furet, pardon. Faire ça face à l'Atalanta, derrière, ça va pas te rattraper. Et Robinho peut. Mais d'ailleurs, c'est un des sujets que je voulais aborder avec vous, c'est que l'OM doit se retrouver. Là, au-delà de gagner ce match, parce qu'il faut gagner pour rester en vie, on en a parlé au niveau du classement, au niveau de la qualité de jeu, des cadres qui doivent répondre présent, avec notamment Hubierg qui était reparti très très haut et qui là redescend. Il descend un petit peu. Ouais. Il redescend, même Aubameyang, il a plus marqué depuis le match contre Strasbourg. Non, contre Strasbourg. 30 septembre. Je crois que j'ai vu la stat. Depuis le match. Mais Strasbourg, c'était avant ou c'était après l'Ajax ? Attends, je ne l'ai plus, on va essayer de regarder. En attendant, je vais continuer à parler, ou peut-être Flavio, tu vas en parler, mais il faut que l'OM retrouve une qualité de jeu. Oui, c'est sûr que dans le jeu, en plus là, c'est une équipe pour, vu qu'elle va aller te chercher haut, et qu'on s'était un peu dit que l'OM, ça allait être plus facile pour eux en Ligue des Champions de jouer parce qu'ils vont avoir plus d'espace. Donc c'est maintenant qu'il faudra le montrer. Tu as la stat? Vas-y, finis la stat. Fini, vas-y, après je reviens sur la stat, Strasbourg, c'était avant l'Ajax. Strasbourg avant l'Ajax. C'était okay. Le 26 septembre et l'Ajax, c'était le 30 septembre. L'Ajax, il met but et doublé de passes décisives. Donc, il marque face à l'Ajax Aubameyang, c'était le 30 septembre. Et depuis, il n'a plus marqué. Il a fait des passes décisives, mais il n'a plus marqué. Il a marqué avec le Gabon, mais pas avec l'OM. Okay. Donc, voilà. Ouais. Mais sinon, il a fait des passes D, mais dans tous les cas. Donc, c'était ça. Donc, depuis l'Ajax, il n'a plus marqué. Depuis le 30 septembre, ouais. Il serait bien inspiré de venir remarquer face à. Ça lui ferait du bien. Face à l'Atalanta il a loupé pas mal de face-à-face ces derniers temps. En plus, ça lui ferait du bien dans la tête de se remettre la tête à l'endroit. C'est clair. Et pour continuer sur la qualité de jeu, là, ça fait J'ai plus de voix. Ouais, merci à tous. Allez, merci à tous. Ça fait plaisir. Ça fait depuis la seconde mi-temps face au Sporting que l'OM s'effondre au niveau du jeu. On propose quasiment plus rien. Hein. Oui, après on espère que les retours vont faire du bien. Il y a Naïef Aguerd qui revient, Bilal Nadir après son malaise devrait revenir. Timothy Weah aussi devrait être dans le groupe. Balerdi, c'est un peu plus incertain, j'ai vu sur la Provence, mais ça devrait revenir. Donc on verra si ces absences vont redonner un peu de boost à une équipe qui a l'air fatiguée depuis quelques matchs. Totalement. Après l'Atalanta, c'est quand même une équipe de Ligue des Champions. Faut que tu ailles avec des armes. Même si c'est pas l'Atalanta d'il y a quelques années, tu vas pas jouer des équipes de bas de classement ou quoi, mais on l'a fait face à Angers Auxerre, on s'est pas trop sorti face à des équipes de bas de classement. Mais tu te dois de revenir avec tes armes. Timothy Weah, je pense qu'il s'il revient, je sais pas quel état de forme il sera, il pourra faire du bien. Je pense que pour faire souffler du moins. Là pour faire souffler, et puis il y a une autre une autre prérogative, c'est que Emerson est suspendu. Oui, bien vu. Donc il va falloir trouver une solution pour ce côté gauche. Ulysse Garcia, je pense pas qu'il ait marqué beaucoup de points cette semaine. Est-ce qu'il est dans la liste d'ailleurs? Oui. En fait, il a été rajouté pour compenser la blessure de Medina de manière temporaire. Mais bon, je pense que tu le mettrais titulaire vraiment là. Non, mais surtout De Zerbi va repartir sur son truc avec Murillo piston gauche et Weah à droite s'il est disponible. Je pense qu'il risque de faire ça. Ouais. Ou alors, parce que si tu mets Murillo à gauche, tu mets qui à droite?
Bah oui. Oui, mais si tu peux pas mettre Weah, qu'il est trop juste En fait, physiquement. tu peux jouer. Tu mets Péchao piston, tu penses? Non, tu peux jouer potentiellement à 4 avec Pavard à droite, une défense centrale. Ah non, mais si Balerdi il est pas là. Egan Riley. Egan Riley à Guerne. Egan Riley non plus, c'est pas assurance tout risque. Je pense qu'il partira comme ça. Après, bon, je suis pas dans la tête du coach, mais j'imagine que là, parce que c'est vrai que c'est une des autres données à prendre en compte, c'est toutes ces blessures et comment repartir, parce que il n'a pas intérêt à me remettre son 3-5-2 qui m'a mis à Auxerre. Hein. je préfère être très clair. Je regarde dans la caméra, je te regarde, Roberto. Il nous écoute et il nous regarde. Tu refais pas ça. Hein. Parce que sinon colère. Hein. Attention. Oula. C'est sensible. Non, Roberto, fais pas ça, vraiment. Fais pas ça. En vrai, on rigole, mais vaut mieux pas, parce que sinon l'OM va, pour le coup, même si l'Atalanta est en difficulté, si on remet déjà le même 11 et les mêmes ingrédients qu'à Auxerre, on va se faire fracasser. Ah ben, les mêmes ingrédients qu'à Auxerre, je ne regarde pas le match. La forte prise de parole de Romain. Je ne regarde pas le match. On débattra sur un autre match de Ligue des Champions si tu veux la prochaine émission, mais je ne regarderai pas ce match. Non mais oui, même au milieu de terrain, tu pars avec un double pivot à Heuberg-Vermeeren, tu mets O'Reilly. J'en peux plus. J'ai l'impression que chaque semaine, on se pose les mêmes questions, le milieu de terrain. Toi, Flavio, tu partirais comment? Franchement, je sais pas. En fait, il y a tellement eu de combinaisons qu'on voit, je dirais Heuberg-Vermeeren, parce que c'est quand même les deux joueurs qui ont donné le plus d'assurance pour l'instant. Mais Vermeeren n'a pas joué contre Auxerre en plus. Vermeeren ? Oui, donc il sera frais. Et puis en Ligue des Champions, il a été bon de ce qu'on a vu. Heuberg aussi, donc je partirai là-dessus. Est-ce que tu remets Angel Gomez pour le féliciter de son but sensationnel? Son banger. Franchement... Bon, je pense que la réaction dit suffisamment. J'ai envie d'être gentil, mais non. Mais franchement, après, moi, je serais pas contre une idée de partir avec deux milieux de terrain, faire sauter un 10 et repartir avec Robinho Vaz et Aubameyang devant, mais à condition d'avoir de vrais ailiers. Tu joues en 4-4-2. Ok. Mais j'aurais un petit doute sur Vaz qui, quand il est titulaire, est un peu moins bien. En plus, là, il a joué au dernier match, donc ça risque d'être physiquement. Est-ce que ça va pas être un peu juste pour lui? Je sais. En vrai, après, on n'a pas non plus tant d'options que ça. Mais... Le problème, c'est plus au niveau des physionomies de match face à Lens ou Auxerre, où c'était vraiment des matchs compliqués, que plus le fait de rentrer. Et puis sur Vélodrome aussi. J'ai l'impreson que Robinho Vaz à domicile et Robinho Vaz à l'extérieur, c'est deux joueurs complètement différents. Ça l'aide d'être au Vélodrome poussé et tout. De toute façon, tu le vois comment il célèbre les buts. Comment il célèbre les buts quand il marque avec tout le Vélodrome qui l'acclame. Enfin, il aime au Vel, le Vel l'adore. Donc le mariage est super. Que ça ne devienne pas toxique, on ne l'espère pas. Mais normalement, au Vélodrome, non. Tu peux avoir vraiment confiance quand Robinho, tu le vois, quand il rentre, acclamé par tout le monde. Ça peut lui donner un regain d'énergie et de confiance aussi. Pour une fois qu'il y a un joueur qui n'est pas inhibé par le Vélodrome, ça fait plaisir. Ça, pour le coup, c'est vrai que lui, pour le coup, il est pas, ça n'a pas l'air de le gêner. Hein. Non, au contraire, il adore ça, j'ai l'impression. Après, c'est les matchs de quartier à Mantes-la-Jolie qui l'ont forgé. Donc, oui, à Val-Fouré, là-bas, il a dû s'envoyer des quartiers ou des choses comme ça devait être fou. Mais pour le coup, la semaine dernière, on parlait que tu voulais pas le voir rentrer en Ligue des Champions face au Sporting. Là, est-ce que tu as changé d'avis depuis? Au vu de la physionomie des blessés, de même ce qu'il a fait face à Angers, vraiment, oui, si on part sur un 4-3-3 ou 4-2-3, enfin bref, seul attaquant devant, le faire rentrer, peut-être pas à l'heure de jeu, mais vraiment une demi-heure, lui donner une demi-heure, à l'heure de jeu du coup, pardon, lui donner une demi-heure, ça... Je serais quasi pour. Ah, donc t'es pas hypé par ma solution du 4-4-2 avec Robinho titulaire d'entrée, 4-4-2, j'ai peur que si on trouve pas de solution, on n'en ait pas de repli. Si il y a 4-4-2, on voit que ça fonctionne pas, j'ai peur qu'il n'y ait pas de repli, de solution de repli. Donc ça serait en gros mettre toutes ces cartes offensives. Tu mets tous tes pions d'un coup. Voilà, j'ai pensé à ça. À part si tu bricoles et tu mets Péchao devant. Après, pour le coup, ça peut faire un peu comme l'Ajax, dans le sens où, par contre, si tu arrives et que mais si tu arrives et tu gagnes 3-0, après, pour le coup, tu vois beaucoup plus tranquillement. Tu peux gérer, tu veux dire? Oui. Dans le sens où après, si De Zerbi veut mettre sa compo à 6 défenseurs comme il m'a fait contre Auxerre, là il pourra. De toute façon, tu vas sécuriser le score si tu arrives à mener 3-0. Mais non, je ne serais pas pour dans l'idée de partir à 4-4-2, à part si on avait Amine Gouiri pour avoir au moins un attaquant derrière sur le banc. Je comprends. Et dans tous les cas, là l'OM est obligé de gagner. Ça par contre, oui, c'est une obligation. Tu as fait un faux pas face au Sporting que tu ne devais pas faire. Il y a eu des faits, il y a eu ce qu'il y a eu, de toute façon. Tu as fait un faux pas face au Sporting. Là, c'est un Atalanta à t'apporter. Ce que je pensais pas il y a encore quelques mois, je dis vraiment le mercato estival, quand les équipes n'étaient pas encore bien rodées.
tu vois que c'est à ta portée, t'es pas dans la forme de ta vie, et eux non plus, t'es quand même chez toi. S'il n'y a pas victoire, ou du moins au moins nul, bon, ça serait dur de s'en contenter. Mais une victoire ferait vraiment, vraiment du bien. Et autant la semaine dernière, on disait qu'on voulait voir une victoire avec la manière, là, une vieille victoire non, à la 97e avec un but de l'oreille gauche contré contre son camp de Carnesecchi. Franchement, je prends. Là, je veux juste 3 points. Et je le célèbre comme une finale de Coupe du Monde, vraiment. Ça va. Est-ce que tu nous fais la danse de Robinho Vaz et on la met sur les réseaux sociaux après? S'il y a un contre son camp de Carnesecchi, de l'oreille, qui nous donne la victoire, promis, Okay. je le fais. Bon, promis, je le fais. C'est noté. On va finir cette partie avec vos petits pronostics, les gars. C'est pour ce match. La semaine dernière, la dernière fois, quand on avait pronostiqué Sporting, on n'a au final pas été très bon. Non, vraiment visionnaire. On va essayer d'être meilleur cette fois-ci. Romain, Flavio. Flavio, Flavio, la priorité à Flavio. Allez, meilleur pour la fin. Il n'a pas envie. Allez, bon. J'ai pas envie d'être là, moi. Vous me saoulez avec vos pronostics. Laissez-moi tranquille. Étant donné que je connais pas trop l'Atalanta, c'est compliqué. On va dire que vu que l'OM a une défense assez quand même pas une défense exceptionnelle et qu'on met des buts en Ligue des Champions, je vais dire un petit 3-1. Allez, on mène difficilement, on marque, on se fait rejoindre et le 2-1 va nous libérer complètement. Carnesecchi de l'oreille. Et oui, c'est déjà tout vu. Je suis assez d'accord avec Flavio. Je dirais 3-1 aussi pour l'OM. Ah oui, l'oreille. Et toi, Romain, qu'est-ce que... Je dirais victoire. 4-0 de l'Atalanta. But de Carnesecchi. Je suis bergamasque également. Non, mais en vrai, déjà, je vois l'OM prendre un but, malheureusement, mais je ne les vois pas ne pas encaisser de but face à l'Atalanta. Déjà que tu en encaisses 2 face à Angers. Je vois victoire, mais 2-1. 2-1, on fait pas une presta de fou. Il y a le boss d'ailleurs qui m'applaudit. il sait très bien. Il applaudit ton enthousiasme. Il connaît le football, j'imagine. mais non, vraiment une victoire 2-1. Une victoire. Bon, après, je souhaite qu'elle soit étincelante, mais je ne vois pas surdominer ou surmanger l'Atalanta. Un 2-1, en grande partie grâce au Vélodrome. Ok. Vraiment. Donc, match à extérieur, je t'aurais dit match nul. S'il y avait eu victoire extérieure, j'aurais été très content. Mais là, je vois vraiment le Vélodrome, le 12e homme, faire la différence. Mais juste, Roberto, comme tu nous écoutes, si jamais tu veux faire bien jouer ton équipe, on n'est pas contre aussi. Hein. Oui, c'est vrai. Si tu peux, oui, spectacle et but. On veut une victoire au courage, mais si on peut un peu se remettre la tête à l'endroit au niveau du jeu aussi, ce serait pas trop mal. Et en parlant de jeu, on va faire une petite pause musicale et on revient pour la dernière pour le quiz. Pour le quiz. Okay. Nous y est, c'est l'heure du quiz. Ça y est, c'est maintenant. On rappelle que vous êtes toujours à égalité les mecs. Ouh là là, Flavio se prend la tête à 2 mains avant le quiz. Je sens la pression monter. La pression monter dans la salle. Ouf, c'est électrique. Les regards. Flavio, il me regarde pas dans les yeux depuis tout à l'heure. Non, il a peur. Il a peur. Je le comprends. J'aurais fait pareil à sa place. Je vais tellement me faire français, ça va être horrible. Franchement, ce serait pour mon plus grand plaisir. Là, cette fois-ci, on a un peu d'habitude. J'ai l'habitude de vous faire une première question pour savoir le joueur et après le quiz sur ce joueur. Là, on a fait un peu différent. On a fait un peu touche à tout. Mais on va T'as quand eu même... du mal à faire le quiz, quoi. Non, c'est pas que j'ai eu du mal, c'est que j'ai voulu. En fait, pleine tête. Ouais, il m'a tué. Pleine tête, KO. Tu verras sur l'arbitrage comment je vais être tout à fait partial. J'ai voulu me réinventer. Félicitations, Romain. Et on va tenter, et vous allez voir, parce que c'est pas parce que j'ai galéré sur le quiz, parce que vas-y, merci, maintenant que tu m'as vendu Flavio, c'est trop tard. C'est pas pour ça que les questions elles sont plus faciles. Est-ce que vous êtes prêts? Ok. La première question, c'est un qui suis-je? Il y en a 3 cette fois-ci. Vous êtes prêts? Né le 11 juillet 1988 à Niort, je démarre ma carrière au TFC en 2007 où je passe 6 ans et joue près de 200 matchs avant de rejoindre Tottenham en 2013. Après 2 saisons contrastées chez les Spurs, je rejoins Watford. Sissoko. Non. Watford en 2015 et je m'impose comme un milieu de terrain solide de Première Ligue. Après 5 ans chez les Hornets, je file à Villarreal en 2020. Je l'ai. En Espagne. Bah, tu peux le dire si Capou? tu veux. Ouais. Ok, d'accord. Je pensais que Flavio... Mais je fais juste, dans le quiz, je fais juste une petite dédicace à Lucas Château qui nous écoute, quelqu'un qu'on connaît tous les 3, qui nous écoute, qui m'a envoyé un message en privé avant l'émission qui m'a dit « Je serai là pour le quiz, soyez bons ». Donc il doit le faire en même temps que nous, donc je pense qu'il a eu Capou avant moi, mais voilà, je sais qu'il nous écoute, donc je crois que j'ai eu Capou après lui. Tu n'avais pas Capou? Non, franchement. Ok. Je termine alors. En Espagne, je confirme mon statut de cadre et joue une 150aine de matchs avant de prendre ma retraite.
Après le football, je me lance dans le basketball, dans des divisions inférieures en Espagne. Je compte 7 sélections en Espagne. En équipe de France, pardon, je suis Etienne Capot. Ouais, il a joué dans des divisions. Il a joué. Genre au niveau régional de basket. Genre en 4e, 5e division de basket Ah oui, quand même. en Espagne. Mais il est grand en plus, non? Il fait 1m90, ouais. Ouais, ok. Il était ailier fort, il était quoi? C'est le seul. Je connais que les postes de Tu m'en basket. demandes beaucoup. Toi qui connais la balle orange. Franchement, j'en sais rien, mais bon, il est grand pour un footballeur, mais 1m90 au basket, c'est quand même assez petit, donc j'imagine qu'il était meneur. Ouais, oui, c'est vrai. Trop la honte de faire. Tu fais quelle taille, Romain? Après, c'est le deuxième joueur. Allez, la deuxième question. Donc Romain qui gagne 1-0 dans ce quiz, et c'est parti pour le deuxième. Qui suis-je? Né le 12 janvier 1989 à Liège, je débute chez les pros dans mon club de cœur au Standard en 2006. En 2011, après 5 années remarquées en Belgique, je file au Portugal du côté du Benfica Lisbonne, où je marque les esprits avant de faire un choix surprenant en rejoignant le Zénith Saint-Pétersbourg, club pour lequel je deviens une véritable légende. Après 5 ans en Russie, je confirme ma réputation de mercenaire en signant en Chine pour le Tianjin Quanjian. Je reviens cependant en Europe du côté du Borussia Dortmund en 2018. Après 4 belles années dans la roue, je rejoins l'Atlético Madrid en 2022. Witzel. Ah, purée. Axel Witsel. Purée. Où je m'impose à nouveau avant de rejoindre Gérone cet été, légende de la Belgique avec 133 sélections. Je suis Axel Witsel. Au début, j'étais sur Chadli, mais rien à voir. Nasser Chadli aussi. Non, mais bien. Non, il doit pas être nombreux peut-être à l'avoir. Ça fait un partout. Tu l'avais pas Enfin, je l'aurais eu après, mais purée. Si j'avais Torgan Hazard. Enfin, j'avais cette génération un peu de Belges, mais purée. Non, bien vu, Flavio. Bien joué, Flavio. Et on part pour le. Non, c'est bien les qui suis-je. Hein. Ok, non, j'adore. Franchement, j'aimerais bien jouer avec vous, mais je peux pas parce que c'est moi qui fais tout. Mais on part sur le troisième. Vous êtes prêts, les gars? Allez. Vas-y. Né le 20 juin 1993 à Karlsruhe en Allemagne, je commence ma carrière professionnelle en 2012 avec Schalke 04 avant de filer Arsenal en 2017. Je retourne faire une pige en prêt du côté de Gelsenkirchen en 2021 avant de rejoindre l'OM l'hiver suivant. Après une saison et demie réussie à Marseille, je ne prolonge pas et rejoins l'Atalanta gratuitement. Kolasinac. Ah putain. International bosnien, purée, 62 sélections. Je suis Sead Kolasinac. En fait, il est né en Allemagne. Ouais, c'est ça. Ouais, okay. Je savais pas qu'il était en Allemagne. Donc oui, le Schalke. C'était ça le twist un peu. Purée, Schalke, ouais, Marseille. Même quand t'as dit Marseille, je me suis dit mais comment on l'a pas? Mais ouais, non, c'est bon. Ok. Je me suis dit mais c'est qui le dernier joueur allemand? En fait, j'allais dire international bosnien et je savais que à ce moment-là vous alliez trouver. Mais bien joué, Romain. Ouais, Kolasinac, garde du corps, ses heures perdues aussi. Ouais, oui. De Mesut Özil notamment. Quatrième question, pardon. Comment s'appelle le stade de l'Atalanta? Ah, purée. Moi, je l'avais. Je tiens à le préciser. Tu as fait les questions? Non, mais même avant. oui. Stade de l'Atalanta. C'est dur. Hein. Okay. Est-ce qu'il y a un stadium dans le nom? Ouais. Genre, non, stadium. C'est quoi la première lettre du mot qui n'est pas stadium? Tu m'en demandes beaucoup. Non, mais là, mon grand. Non, mais oui, ok. C'est G, mais c'est un de leurs sponsors. Franchement, c'est galère. Moi, je le savais, mais c'était galère. Tu l'as, Flavio? Stadium Gazprom, non? Oh non, mais moi j'ai G500, lui, un sponsor, non. Mais c'est pas le bon truc. Vas-y, c'est quoi? C'est le Gewi Stadium. Oh, je l'aviez pas? Okay. Ah, du tout. Gewi, c'est G500 sur le maillot? Je sais pas, mais je sais que c'est le. Je sais pas pourquoi je l'avais en tête. Bon, je regarderai après, mais ok, d'accord. Non, je l'aurais pas eu. Bon, bah 0 point. Je vais mettre un point pour moi sur cette question parce que. Alors là, on va faire du tour par tour pour cette question-là. Qui étaient les buteurs lors de la double confrontation entre l'OM et l'Atalanta en demi-finale d'Europa League il y a 2 saisons? Qui commence? Aubameyang? Non. Sympa. Tu peux répéter la sur question, les deux matchs. Sur les deux matchs qui étaient les buteurs lors de la double confrontation entre l'OM et l'Atalanta il y a 2 saisons en demi d'Europa League? Pas que du côté de l'OM. Les deux buteurs sur tous les buteurs sur les 2 matchs. Ok, c'est à toi du coup. Lookman. Ouais. Skamaka? Ouais. Ça fait 2 buteurs. Oui. Ok, d'accord. Mais il en manque plus. Les buteurs des 2 équipes, je parle. Ah, j'ai compris qu'il y avait que 2 buteurs. Il y a 5 buteurs sur les 2 matchs. Ok. Lookman, Skamaka. J'ai Gigot en tête, mais je crois pas. Non. Ismail Assar? Non. Bon, j'allais name drop des noms, donc... Il reste un joueur de l'OM et 2 joueurs de l'Atalanta. Lookman, il a marqué. Skamaka... Jim City? Non. Vous n'avez pas? Ouais. Coupe Mainers? Non. Je vais vous donner juste les postes. Il y a un défenseur central, un latéral gauche et un attaquant. Défenseur central, latéral gauche. Bon, si vous n'avez pas... Vas-y, non, je pense que... Il y avait Chancel Mbemba qui met un but de fou.
Ah, c'est Oui. une frappe, non? Ouais, une frappe de loin, de Chancel de la Mbemba. tête, vu que c'est un central, mais la frappe, oui, je m'en rappelle. Ouais, Matteo Ruggieri qui met une frappe pleine Ruggieri, lucarne. c'est Et vrai. El Bilal Touré. Bon, bah. Vous Ouais, avez non, pas, non, là, on n'y était pas. Du coup, ça fait 3 points pour Romain, 2 points pour Flavio. Vous m'avez tous les deux marqué un point sur cette Sur manche. celle-ci. Une question un peu plus facile, là, les gars, c'est de la rapidité. Dans quel stade italien l'OM avait à l'époque perdu sa première finale de Ligue des Champions en 1991? Ah, purée, j'avais bien. Bari pour Flavio, ça fait Purée. 3 points partout. Je crois que c'était la finale. Je pensais qu'il y avait un piège. Donc, Non. Nouvelle question, à nouveau de la rapidité, les gars, là, il faut vraiment être rapide. L'OM a démarré sa campagne de Ligue des Champions face au Real Madrid. Qui avait pris carton rouge ce soir-là? Carvajal. Oui. Oh, le Oh, trou noir. Oh, purée. Oh, le trou noir. Je me suis dit... Mais en fait, j'ai regardé du camp de l'OM d'abord. Moi aussi. Est-ce que t'as failli dire Balerdi? Instinctivement, Oui, voilà. instinctivement. Par réflexe. Bon, bah, ça fait 4-3 pour Flavio. Attention, Romain, Vas-y. ça commence à se Ouais. compliquer. Le Real Madrid détient le record de Ligue des Champions pour un club avec 15, mais combien de pays, tous clubs confondus au sein de ce même pays, comptent plus de Ligue des Champions que le Real Madrid? Il y en a combien? J'ai pas compris. En gros, le Real Madrid, Ils ont 15 le Ligues des club, ils Champions. ont 15 Ligues des Champions. Oui. Mais en comptant tous les clubs de chaque pays, il y a combien de pays qui ont plus de Ligue des Champions cumulées que le Real Madrid? On écarte l'Espagne, évidemment, du coup. Oui. Euh, Et vous me donnez une Bah, réponse? l'Angleterre. L'Italie? Non, Attends, c'est J'ai pas compris. c'est pas quel pays, c'est combien? Il peut y en avoir 1, Ah. 2, aucun, 3, 8, Ah. 12. Donc, tu as combien des Combien pays qui en ont Ok, plus, ouais. D'accord. Je dirais l'Angleterre. Bah, je dirais 2, l'Angleterre et l'Italie. Aucun. 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 Ok, Non. d'accord. ouais, c'est Combien très. c'est l'Angleterre? Attends. Attends, Ok. cette fois, c'est toi qui attends. La question, ouais, tu vois, je te la question suivante. Mérité. Un seul pays arrive à égalité avec 15 Ligues des Champions également. Lequel? Ouais, l'Angleterre. Il y a 3 choix, l'Angleterre, l'Italie ou l'Allemagne. Non, l'Allemagne, non. Le Bayern, ils en ont pas autant. L'Angleterre? Je dirais non, je dirais. Oui, moi j'ai l'Angleterre. Ouais, L'Angleterre, c'est ça, c'est l'Angleterre avec Ouais. 15. Je vous donne un point tous les deux. Si on cite les clubs et le nombre, on a des points en plus. Mais les gars, j'ai galéré à faire le quiz, donc bien sûr que j'ai gratté sur toutes les questions possibles et imaginables. Donc je vais juste vous donner, ça fait 15 pour l'Angleterre, 12 pour l'Italie, 8 pour l'Allemagne et 2 pour la France. Ok. La 15 question pour suivante, l'Angleterre. c'était pouvez-vous me citer les clubs qui ont remporté ces 15 Ligues des Champions? Il y a les chiffres. Donc Liverpool. Liverpool, à toi Flavio. Je dois dire le nombre de Liverpool? Non, tu peux dire juste le nom et après on verra pour les chiffres. Bah, United. United, Chelsea. Chelsea. Strasbourg, pardon. City. Non. Il en reste 2. Moi, je l'ai. Enfin, je pense. Nottingham Forest. Nottingham Forest. Et le dernier, est-ce que tu l'as, Flavio? Aïe, aïe, aïe. Ouais. La tuile. Indice, c'est pas Portsmouth. Si tu penses à Portsmouth. Non, non, du tout. Indice, c'est pas Wycombe. Tu l'as Pas pas? Winchester. Non. Non, c'est. Tu l'as pas? J'ai plus le nom, non. C'est Aston Villa. C'est Aston Villa. Oui. Bien Et joué, oui. Romain, le club de Boubacar Kamara. Oui. Et bon, je vais vous dire les nombres parce que sinon, on va jamais s'en sortir. Chelsea. Liverpool 7. Non. 6. Allez, bon, 6. 6. Liverpool 6, Chelsea 2, Man U 3, Manchester City 1, Nottingham Forest 2 et Aston Villa Ouais. une seule. Ok. Ça Ok. fait Romain qui repasse devant. Du coup, Mais oui. j'ai pas les noms, j'ai noté que des petits 1. Donc on fera les comptes à la fin. Ouais, t'inquiète pas. Question de. Bon, là, vous pouvez tous les deux gagner un point. Chacun son tour. Qui étaient les 2 meilleurs buteurs de Ligue des Champions la saison dernière avec 13 buts chacun? Ousmane Dembélé et Guirassy. Non. Guirassy 1. Il faut que tu me dises l'autre. Purée, waouh. Pour l'instant, ça fait 1 point pour Flavio qui a un peu triché Ah. en débordant, mais c'est pas. Non, mais, oh purée. J'ai le deuxième si jamais. Ah, bah, ouais, vas-y. Rafinha. Ouais, Ah, purée, j'étais parti vraiment sur des Mohamed Salah, mais éliminé 2 par points pour ouais. Flavio qui repasse devant. Dembélé, J'ai- c'était sur la phase retour, je crois. Non. Franchement, je sais pas du Ok, tout. merci, Mais c'est Tom. les deux. Non, pardon, je m'excuse. Franchement, Trop je nul, m'excuse. trop nul. Le quiz est horrible. Donc c'était Rafinha et Guirassy, et c'était Guirassy qui avait obtenu le titre au final de meilleur buteur pour un ratio de match ou quelque chose comme ça, il me semble. C'est mérité. Très bon joueur, Guirassy. Allez, pareil, pas de débordement, Flavio, chacun son tour. Vous pouvez Ouais. tous les deux gagner un Là, point. t'étais hors jeu. Là. Qui sont les 2 meilleurs cette année à l'instant T? 5 buts chacun. Un chacun. Mbappé. Ouais. Et l'autre? Kane. Ah, Ouais, purée, franchement, pas J'avais plus, peur compli- du piège, mais. pas plus compliqué que ça. C'est Harry Kane. Et on va passer à Il Momento, la liste. La liste. La fameuse Aïe, aïe, liste. la fameuse liste. Là où tout peut changer. Purée. Vas-y. J'ai essayé de calculer, mais bon, je ferai après. C'est pas Oui. grave.
6 pour Flavio, 5 pour Romain. Ouf. C'est tendu. Ok. Tu pourrais recompter quand même derrière. Ouais, parce que j'en ai noté sur ma feuille, on verra pour les comptes à la fin. Vas-y. On fait pas confiance au boss. Hein. Est-ce que vous pouvez me... C'était ma dernière émission, du coup, voilà, merci. Est-ce que vous pouvez me citer les 17 joueurs qui ont été nommés meilleurs joueurs de Ligue 1 au XXIe siècle? Alors, je précise, il y en a qui ont été nommés plusieurs fois. Je ne veux pas que vous me nommiez tous, je les ai notés. Il me faut juste les joueurs. Il y en a 17 à partir de 2000 jusqu'à 2025. Ok. Est-ce que vous pouvez me les citer? Chacun son tour, comme d'habitude. Et on élimine au fur et à mesure. Mbappé, Mbappé, je crois. Mbappé, c'est bon. Alexandre Lacazette. Lacazette, c'est bon. Dembélé, Dembélé, c'est bon. Karim Benzema. Karim Benzema, c'est bon. Et voilà. Je suis en panique, ça Attends, m'énerve. Alors que je les ai dessus. Non, je vais tenter, mais je crois pas. Samir Nasri. Samir Nasri, Non. c'est non. À toi, Flavio. Ibrahimovic. Ibrahimovic, Et ouais, c'est mais bon. moi aussi. À toi, Romain. Il en reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Romain. Ouais, mais non, je suis en Au moins, panique. on fait un peu de bruit, un truc, Ah, mais non, que mais les gens ne s'inquiètent pas sur je suis en une potentielle crise de mort tétanie cérébrale. totale. Non, mais c'est fou. Il y a un mec que vous n'avez pas cité qui est... Enfin, je trouve ça dingue, mais ok. Madou Niang. Non. Non, mais je pars dans des Eden trucs Hazard. niches. Ouais, Mais Eden ouais, Hazard. je pars dans des trucs niches, moi aussi. Ben, Flavio, il est en train de te fracasser, Romain. Mais ouais, je non, te le mais dis oui. comme je le pense. Bah non, mais Il y a- tu penses bien. N'oubliez pas qu'entre 2000 et 2007, Lyon a gagné beaucoup de... Juninho. Juninho. J'y ai pensé, mais j'étais pas sûr, du coup, j'ai pas osé. Mais À toi, Flavio. Juninho, c'était 2006. J'ai pas fait la liste. Gourcuff. Ouais, Johan Gourcuff, Ouais, 2009. Ben Gourcuff, oui, Ben Gourcuff, ouais. El Famoso. Il a fait une année, quoi. Oui, bah voilà, oui, Ben, comme Vous si voulez que c'était je vous donne évident. les dates pour finir ou Flavio, t'en as encore en stock? Parce que là, les clubs. Romain, t'es complètement perdu. Là. Ouais, non, mais c'est T'en as terrible. pas en tête? Bah, en fait, Name drop, t'en fous. Hein. j'ai Lisandro Lopez, mais. Lisandro Lopez, ok. une fois Lisandro Lopez. Ok, 2010. ouais, voilà. À toi, Flavio. Il n'y avait pas Olivier Giroud à l'époque de Montpellier? Non, pas Olivier ok. Giroud. Je vais vous donner les dates. Il y a 2018, 2017, 2007, 2005, 2004, 2002, 2003. C'est quelqu'un qui l'a gagné 2 fois, 2002, 2003, 2001 et 2000. 2002, 2003, qui c'est qui est champion à cette époque-là? Bah, dis des noms. Hein. Toi, t'en as ou pas? Même 2018. Malouda. Malouda 2007. Ah, c'est Les une gros- démonstration de la part de Flavio, les gars. 2004. Il y a un mec qui met 30 buts en Ligue 1 en 2004. Drogba. Didier Drogba. Ouais, il a du Malouda, j'ai pensé à Drogba, donc ouais. Drogba, même 2018, 2010, Cavani. Edinson Cavani. Ah, ok, Oui. ok. Il y a un Brésilien aussi en 2018. Neymar. Neymar. C'est vrai on aurait dû le dire un peu Neymar, plus tôt. ouais, non mais. Et là, c'est il vous reste les plus compliqués. Et je me dis, à l'époque du Monaco de Deschamps, il n'y avait pas un Julie? Non. Ah putain. Il Il reste. y a un joueur de Monaco? Il n'y a pas de joueur Non. de. Ah si, il y a un joueur de Monaco, un Argentin, en 2000, Un Argentin. Mm. Oui, bah oui, Panicelli. qui Non, maintenant est entraîneur. Gabi Heinze? Non. Donc c'est en 2000, ok, un Argentin. J'aurais aimé. Il y en a, ils doivent tellement l'avoir, c'est horrible de. Ouais, bah. Un les attaquant, plus j'imagine. ancien, un numéro 10 qui avait failli devenir entraîneur de l'OM il y a 2-3 ans, là. 3-4 ans en plus même. Un Argentin qui J'aurais Ouais. aimé, c'est qui? Je l'ai, mais je l'ai pas. Après, il y a un buteur portugais en 2002-2003. mais... Peter portugais. Ah bah, Paoletta. Paoletta. Eh oui, bah oui, évidemment. Évidemment. Et je vais vous donner les 3 prénoms. Il en reste 3. Hmm. Bon, je pense qu'on peut dire que Flavio a gagné. Hein. Je pense ce quiz. Bah, tu assez rencontreras quand même au assez cas où, largement. mais. J'applaudis. Assez moi, largement. Flavio, mais, il reste un Michael, un Eric et un Marcelo. Eric Carrière. Eric Carrière en 2001 avec le Racing Club de Lens. Il reste. Michael Pagis. Non, Landreau. qui jouait du côté de l'Olympique lyonnais. Qui après a joué à Chelsea, au Real Madrid. Essien. Essien. Et enfin, le premier, c'est l'Argentin de Monaco, un Marcelo numéro 10. Franchement, Le patron, j'ai lu sur les lèvres, le patron là, mais pas vous, les gars. Qui Est-ce qu'on peut donner la parole au patron? Franchement, je laisse le patron terminer ce quiz et terminer cette émission.
Gallardo, peut-être, C'est non ça. Marcello, Marcelo purée. Gallardo. Exactement, du côté. Ouais, bah, il a terminé, du coup, il a gagné. Le patron a gagné. Le patron a Félicitations. gagné. Félicitations. Voilà, bref. Comment il veut Félicitations, c'est m'enlever le la boss qui Il y a doit. des gens qui veulent être là la semaine prochaine pour l'émission. Hein. Ben, mon cadeau, c'est que vous soyez là la semaine prochaine, les gars. Ah bah franchement, c'est pas mal. Non, ça fait C'est pas mal. plaisir. Avec ce que j'ai dit, ce que j'ai dit tout à l'heure, je le mérite pas, mais ça fait vraiment très plaisir. Ça Je fait me plaisir. suis perdu au niveau du comptage des scores, mais je pense qu'on est d'accord sur Flavio. Non. Assez, ok. assez Non. largement. Non. Moi, je recompterai quand je réécoute. Quand tu raconteras, on fera les stats. Ouais. Bon, bah, en tout cas, voilà. Flavio qui gagne ce quiz et Flavio qui repasse devant au niveau. En tout cas, merci les gars pour cette émission. Et C'était super. Merci franchement, à toi. c'était top. Et bonne soirée tout le monde. Allez, à la À la prochaine. prochaine. Allez. Feel the magic in